je dois avancer avec les tissus mous et les biomatériaux. Donc, les scientifiques ont découvert des tissus mous, des vaisseaux sanguins, des cellules nerveuses notamment, du collagène, du cartilage, des protéines, de la peau, et même des fragments d'ADN dans des fossiles supposés vieux de plusieurs dizaines de millions d'années. Ces matériaux organiques ne devraient pas pouvoir survivre si longtemps, même dans des conditions idéales de glaciation et d'absence d'oxygène. Ça a été testé dans des études de laboratoire. Une portion du tissu a été décrite comme étant flexible et résiliente, donc ce n'est pas de la pierre, et reprenant sa forme initiale lorsqu'elle s'est étirée. J'ai mis ici la fameuse étude de Mary Schweitzer, mais d'autres l'ont fait par la suite, comme Mark Armitage. J'ai aussi moi un article où je recense pas mal de choses. Mary Schweitzer dit, c'était exact. Mary Schweitzer n'est pas créationniste, n'est pas de 10 000 ans, pas de 5300 ans pour le déluge. Voilà, je ne lui fais pas dire des choses qu'elle ne dit pas. Je justifie pourquoi je suis d'accord avec elle sur certains points, pourquoi je ne suis pas d'accord sur certains autres points. Elle dit, c'était exactement comme regarder une tranche d'os moderne. Pour nous, c'est une tranche d'os moderne. Mais bien sûr, je ne pouvais pas le croire. J'ai dit aux techniciens de laboratoire, après tout, les os, 65 millions d'années, comment les cellules sanguines ont-elles pu survivre aussi longtemps? Les évolutionnistes, depuis ce temps-là, essayent de démontrer que ça peut survivre des millions d'années. Ça, je le sais. Je le sais. Je connais la réaction de Fenton, la réaction de Maillard, le fer, etc. J'ai vu ces trucs-là. Sauf que rien ne permet de le prouver. D'ailleurs, ces réactions de Fenton et de Maillard, c'est des réactions qui détruisent plus qu'autre chose, qui modifient les protéines. Et en fait, nous, on a des protéines natives. Donc ces réactions-là ne sont pas bonnes. Elle dit encore, alors que le fossile se dissolvait. T'as une source de ça? De quoi? Je te demande pas de sortir la source là tout de suite, mais est-ce que tu as une source de ce que tu viens de dire que du coup c'est des protéines natives et Ah que oui, du coup bah, je pense qu'on va peut-être le mais voir par la si suite. tu peux me l'envoyer quand tu feras le montage, coucou. Je, Merci pour le si montage, tu- hein. C'est toi le pro en montage, c'est toi qui devrais le faire. oh. Non, bref, Mais je te file. si tu peux noter si tu as des sources de ça, je veux bien parce que ça m'intéresse. Voilà. Donc, Marie Schweizer a dit encore, alors que le fossile se dissolvait, des vaisseaux transparents apparurent derrière, c'était totalement choquant. Je n'ai pas cru avant de l'avoir fait 17 fois. Quand tu es évolutionniste, tu ne t'attends pas à ça. D'ailleurs, elle a eu beaucoup de mal à faire publier parce que tout le monde refusait, parce que les gens qui refusaient savaient c'était quoi les conséquences de dire que ça existe. Et on va le voir pourquoi. Donc ici, une autre citation sur le même sujet. Alors que nous excavions le fossile d'un hadrosaure au Canada, j'ai pensé que nous... Ah, du coup, j'ai emmêlé mes pinceaux, mais je vais revenir sur Marie Schweitzer après. Mais c'est intéressant aussi. Alors que nous excavions le fossile d'un hadrosaure au Canada, j'ai pensé que nous observions une empreinte de peau, puis j'ai remarqué qu'un morceau s'était détaché, et j'ai réalisé que ce n'était pas ordinaire, c'était de la vraie peau. Comment dire, la source est en bas. Comme quoi, je ne les oublie pas systématiquement. Donc, Non, non, mais là tu as raison, c'est le bon. Là, tout va bien. Quand je dis rien, c'est que tout va bien. donc c'est de la vraie peau. On sait bien, Oui. même pas besoin de rentrer dans le laboratoire, la peau qui se conserve sur des millions d'années, c'est compliqué. Mais je Après, c'est continue, pas ce qu'il a dit. Il a pas dit que c'était conservé, il a dit que c'était de la vraie peau, parce que la plupart du temps, on trouve des empreintes de peau. Là, c'est de la vraie peau. et pour nous, c'est un marqueur de jeunesse. Pour vous, évidemment, il faut Sauf essayer que, d'expliquer autrement. sauf que si je lis l'étude, je suis sûr qu'il va pas dire que la peau n'est pas fossilisée. Je suis sûr que les dates ne devront pas être de 5000 ans. Mais là, tu débats avec Anthony Etel, tu débats pas avec la personne là-bas. Donc, ce C'est qui se vrai. passe, c'est que moi, je fais ma présentation, je fais ma démonstration. Je veux dire, s'il fallait que tout le monde soit d'accord avec tout ce que je dis aujourd'hui, j'aurais pas fait la présentation, parce que, voilà, je présente mon Mais cas. Tu vois ce que je veux dire? par Je contre, présente on est pas le d'accord, cas je des suis autres. d'accord avec beaucoup de choses que tu as dit. Tu as remarqué quand même. Oui, oui, oui. Mais tu remarqueras que j'ai dit plusieurs fois que ces gens-là ne disent pas ce que je dis. Donc, il ne faut pas me faire le procès que je leur fais dire des choses qu'ils ne Ah, disent pas, hein. non, 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 c'est pas ça. C'est Je que, dis, c'est voilà. que Lui, ce je fais monsieur-là, attention. le monsieur évolutionniste, il peut dire que il peut chercher un mécanisme pour le préserver sur 65 millions d'années s'il le veut. Moi, Oui, oui, rasoir de Camme, explication la plus simple, c'est récent. Voilà. ok. Tout va dans ce Ça sens-là. pourrait. On a parlé des textes sur les dragons, du carbone 14, les courants hydrodynamiques. Bref, beaucoup de choses qui conservent. Là, on commence à voir c'est qui le suspect. C'est qui ce suspect là? Donc, voici une discussion entre Jack Horner et Marie Schweizer. Je reviens sur elle.
Quand Marie travaillait pour la première fois sur ce matériau, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait trouvé des ostéocytes. J'ai supposé qu'elle voulait parler des espaces où les ostéocytes auraient été, ce que j'ai suggéré. Non, Jack, en réalité, nous avons les cellules, et elles ont des philopodes et elles ont des noyaux. Voilà ce que répond Jack Horner, son mentor, l'évolutionniste. Marie, les fichus créationnistes vont juste t'adorer. Ce qui est vrai. Ce qui Ce est qui vrai. n'était pas totalement faux, hein. Ce qui est vrai. Et elle dit Jack, c'est ton dinosaure. Pourquoi il dit ça? C'est révélateur. Parce qu'il sait que c'est ce que les créationnistes attendent. Pour un créationniste, c'est attendu. Quand tu regardes les études de décomposition du collagène en laboratoire, si tu es dans des températures réalistes et des conditions d'enfouissement réalistes, ça va durer 10 ou 15 000 ans. Je vais donner les études après, hein. Donc, T'as vu? Bon réflexe. bon réflexe. Donc, donc, ça veut dire que si ça peut durer 10 ou 15 000 ans selon la biochimie de laboratoire, bon, bah, si la Terre a moins de 10 000 ans, bon, bah, on peut s'attendre à en trouver un peu. Maintenant, une autre citation de Horner et Schweitzer, cet article publié dans les Proceedings of the National Academy of Sciences a suscité une petite vague de titres dans les médias. Horner et d'autres considéraient que les recherches de Schweitzer étaient menées avec rigueur et dignes de confiance. Néanmoins, explique Horner, la plupart des gens étaient très sceptiques. Dans notre domaine, il arrive souvent que quelqu'un propose une idée nouvelle et que les opposants répondent «Je n'y crois tout simplement pas». Elle avait du mal à faire publier ses travaux dans les revues scientifiques et même à un moment donné, elle a demandé aux gens qui refusaient de la publier «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous publier?» Et ils lui ont répondu «Rien», parce qu'ils ne voulaient absolument pas. Après, quand les preuves ont continué de s'accumuler, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 150 ou 200 études qui recensent des tissus mous. Ça, je peux donner un fichier Excel qui recense toutes les études. Pas que dans les Moi, dinosaures, j'aurais hein, voulu. dans des créatures qui sont plus avant, même avant les dinosaures. Quand elle a eu des refus de publication, il y a on appelle ça, il y a une interview d'elle qui dit ça. Ouais, bah déjà là, c'est ce qui est dit dans l'article que tu peux aller lire, mais il y en a Non, mais d'autres. qu'elle a du mal à se faire publier, j'admets, hein, il y a pas de souci. Mais quand elle a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il y a Oui, oui, rien ça que se tu peux retrouve, ça. faire? Ça se retrouve, ça. Ok, ok, Je ne l'ai pas mis là, mais ça se retrouve. Je le ok. note. Et là, ça te montre, tu vois, tout à l'heure, tu me disais pourquoi tel scientifique n'a pas raisonné comme moi pour la datation radiométrique, pour le carbone 14. Là, tu as un exemple pourquoi. Tu vois? Et pour être tout à fait honnête avec toi, c'est pareil pour les créationnistes, hein. Si tu as une preuve qui est très forte pour l'évolution, le créationniste va bugger. Tu vois ce que je veux dire? De la même manière Mhm. que s'il y a une preuve qui, même admettons que temporairement ça semble aller dans le créationnisme, mais après c'est pas le coup, mais admettons que temporairement ça semble aller dans le créationniste, l'évolutionniste il bug. Il va essayer d'aller dans un autre sens, c'est normal. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour tout le monde. À un moment donné, sur le coup, Alors, t'as pas envie tu t'attends pas à ça, donc tu vas essayer de dire non, c'est pas possible, ça risque d'être autre chose. Ça, c'est normal. après, je suis pas totalement d'accord parce que moi, le fait que Dieu existe, ça change pas grand-chose à ma vie. Le fait qu'il y ait eu un déluge il y a longtemps, ça change pas grand-chose à ma vie. Même le fait qu'il y ait des dinosaures, même, je suis même plutôt content, hein. Mais par contre, le fait que les dinosaures n'aient pas vécu en même temps que l'homme, que le déluge n'ait pas eu lieu, je pense que c'est plus pour un créationniste que ça pose problème que pour un évolutionniste qui finalement, ça, à moins que vraiment il aime vraiment pas ce Dieu-là spécifique. euh, Tu remarques que moi dans les Même, ça veut dire qu'il y a discussions, la vie après la mort. Moi, ça change pas grand-chose, hein. tu remarques que dans les discussions, j'ai, pour le moment, il me semble, jamais évoqué Dieu, parce que là, on est dans un débat qui est scientifique, Oui, mais historique. c'est par Et donc, rapport, disons qu'il y pour a le moi, Dieu n'est déluge, pas le la Bible, sujet. tout. Dieu, c'est pas le sujet. Bah si, Même parce la que Bible, le déluge, même la Bible, c'était, je l'ai pas le beaucoup déluge, mentionné. c'est, hein? Parce que moi, même la Bible, je l'ai pas beaucoup mentionné. Pourquoi? Parce que euh, tu peux faire l'hypothèse d'un ancêtre commun universel. Enfin, je vais essayer de repartir vite fait sur mon argument, hein, parce que ça me fait digresser. Tu peux partir sur l'argument d'un ancêtre commun universel, Lucas, Mhm. où tu peux dire, ben non, peut-être qu'il y a eu plusieurs ancêtres universels communs au pluriel. Et ça, je peux C'est le dire possible. je peux le dire même sans être créationniste, tu vois. Mhm. Donc moi, c'est pour ça que je raisonne, j'essaie de raisonner comme ça. Je ramène le moins possible la Bible. Je l'ai ramené pour le Behemoth parce que c'était pertinent pour ces histoires de sauropodes. Maintenant, moi, je ne ramène pas Dieu dans tout ça. Si Dieu existe, on peut le déduire indirectement par si on trouve un dessin intelligent. Si on trouve une évolution aléatoire naturalistique, ça semble plutôt aller du côté naturaliste que naturel. Mais bref, je ne veux pas digresser sur ce sujet-là. C'est Voilà. vraiment un autre truc. C'est vraiment un autre truc. Ouais, ouais. Donc, continuons. Là, c'est Marie Schweitzer qui le dit. Quand on y réfléchit, les lois de la chimie, de la biologie et tout ce que nous savons disent que ces molécules
devrait avoir disparu, qu'elle devrait être complètement dégradée. Voilà, ici 5 études de collagène qui montrent que si tu vas dans des conditions assez réalistes, genre glaciation, pas d'oxygène, etc., ce qui d'ailleurs ne représenterait pas tous les tissus mous qu'on trouve un peu partout et tous les carbone 14 qu'on trouve un peu partout, tu peux arriver entre 300 000 et 900 000 ans selon cette étude-là. Si tu es sur des conditions réalistes, tu es sur 10 à 15 000 ans, 30 000 ans. Mhm. Moi, je suis Donc, d'accord avec toi. après, Mais c'est une c'est limite juste haute. que, ouais, Donc, non, mais donc tout ça va dans le l'ex, sens d'un scénario jeune. mais du coup, l'expert en question a fait un argument d'équité, a dit, ce n'est pas possible, ça me paraît fou. Malgré tout, quand on regarde son travail, il n'y a rien qui remet en question la datation du collagène qu'elle a trouvé dans les os, dans les fossiles. Bah C'est-à-dire si, le parce fait que, qu'elle, bah si, le regarde, fait, regarde les lois de la ça chimie, c'est pas, ça c'est techniquement pas et ses études, ça, froidement. hein. Non, non, De mais vrai. les Si elle lois dit de de la vrai, c'est que ça le fait chimie, pas du coup. les lois de la chimie te disent froidement que ça ne résiste pas dans l'échelle des millions d'années. C'est pas un argument ad Sauf, hoc, c'est pas un sauf que truc elle, juste pour. non mais elle, Donc, ça n'est pas, ce ce qu'elle n'est a pas possible. démontré, bah, ce qu'elle a Elle, démontré, c'est que c'est possible. comme elle est évolutionniste, elle essaie de trouver, elle essaie de faire mentir ces lois de la biochimie. Elle est pas évolutionniste, elle est créationniste, hein. Marie Schweizer, elle est évolutionniste. Absolument pas. Elle a fait une. Je Ah peux non, même non. t'envoyer. Au Ah ben, contraire, elle je a peux t'envoyer une critiqué les interview. créationnistes. Non, pas du tout. Elle a dit clairement qu'elle était dans une Tu église fais une évangélique confusion, elle est chrétienne, mais pas non, créationniste. elle est juste pas créationniste, jeune terre. Ça, par contre, oui. C'est Mais elle exactement ce que je croit que voulais faire. Dieu. C'est exactement ce que je voulais dire. Et c'est là où est toute l'importance. Mais c'est la Parce petite qu'on peut subtilité, être c'est-à-dire qu'elle évolutionniste et croit que chrétien. Dieu. Je le disais au début de la vidéo, on peut être évolutionniste et chrétien. euh, Moi, je Ça me paraît pas pense pas. cohérent, ça me paraît pas très Moi, je- cohérent, mais il y en a qui le sont. Elle, disons que elle je croit aux pense pas millions qu'on peut se d'années. dire que. Elle croit aux millions d'années, elle Bah, croit à l'évolution. attends, bah du coup, attends, je pose juste une question. La seule Est-ce qu'on différence, c'est peut qu'elle va être. dire que l'évolution a été guidée, alors que toi, tu vas dire que c'est non guidé. C'est la seule Non, différence non, qu'il y a mais je entre suis vous deux. d'accord. Mais du coup, on peut être chrétien en ne croyant pas que Adam est le premier être, enfin le premier homme? Tout à fait. Tout à fait. Ok. Regarde Bah William alors, Lane Craig, il a une théorie sur la Genèse, la mytho-histoire. Il ok, mythologise ok. complètement les 11 premiers chapitres de la Genèse. Aujourd'hui, tu as au moins 7 ou 8 théories qui sont venues au jour à partir du 19e et du 20e En siècle fait, faut pour juste pas prendre la réinterpréter Bible, la c'est ça. Genèse. Comment? Ouais, faut juste pas prendre la Bible en fait, parce que du coup, c'est plus le premier homme, on est d'accord. Adam n'est En plus plus, le la premier Bible dit homme. que c'est le premier homme. Elle le dit directement dans le Nouveau Bah Testament. oui, c'est pour ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, si eux disent que c'est pas le premier homme, Bah, il faut que tu ailles le dire bah, aux évolutionnistes théistes, hein, comme ah mais Olivier moi je leur Bonassi. dis direct. Tu Pour vois, moi, il y a Olivier je vais te Bonassi, dire, peut-être qu'il tu nous as écoute. raison. Anthony, Tu là, tu as connais, raison. est-ce que tu connais Olivier Bonassi? Bah oui, totalement. Bah, j'ai son bouquin de Dieu, la science, l'épreuve. Je cherche à débattre avec lui, j'arrive pas à le contacter. Olivier, si tu m'écoutes aujourd'hui, envoie-moi un mail, s'il te plaît. Parce que moi, je veux Je vais débattre te dire. exactement du sujet qu'on a débattu là. C'est-à-dire que les théories de réinterprétation de la Genèse, la première, c'est la théorie jourage, c'est-à-dire que les 6 jours, ce sont 6 séquences de temps. Faux. La deuxième, c'est la théorie du décalage, c'est d'insérer des milliards d'années entre Genèse 1 et 2. Faux. La troisième, c'est de mythologiser ou dire. Non, la troisième, c'est la théorie de l'hypothèse structurelle, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de maniaquerie dans la Genèse où le jour 1 correspond au jour 4, le jour 2 correspond au jour 5, le jour 3 correspond au jour 6. C'est un poème et donc ça ne marche pas. Et tu en as encore d'autres, 3 ou 4 modernes, qui datent de quelques années simplement, plus la mytho-histoire de William Lane Craig. Et ce sont des chrétiens qui vont être plus chrétiens que moi encore pour aller défendre Jésus, pour aller défendre le Nouveau Testament, pour aller défendre Abraham, Jacob, Isaac, le roi David, etc. Et moi, je leur dis, mais écoutez, si vous acceptez que la résurrection soit un miracle, qui est impossible en pratique en science, pourquoi n'acceptez-vous pas que la création soit un miracle? Moi, ce que je dis, je ne joue pas avec les règles du naturalisme. Pour moi, la création, c'est un miracle, c'est surnaturel. Je ne peux pas l'expliquer avec des lois naturelles. S'il y avait les lois naturelles, il n'y aurait probablement pas de création, parce qu'il y a des lois en thermodynamique qui interdisent la création de matière ou d'énergie. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose en dessus de cette loi. La seule chose qui peut être en dessus de cette loi, c'est Dieu, celui qui a mis en place ces lois, sinon tout le monde est en dessous de ces lois. Bref, je ne veux pas digresser là-dessus, mais Non, donc, mais je pense que sur ce point-là, étonnamment, je serais plutôt de ton avis. voilà. Donc, voilà. Mais après, et Marie Schweizer, c'est une chrétienne qui malheureusement
Elle croit aux millions d'années, elle croit à l'évolution, et elle croit en même temps à la Bible. Moi, j'ai toujours Et du coup, dit, pour le coup, c'est l'un ou pour... l'autre. oui, bah, moi, je suis C'est plutôt, ça. encore une fois, d'accord avec toi. C'est un peu comme Élie au mont Carmel, quand il fait face aux prophètes de Baal, il leur dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Donc moi, j'ai décidé de suivre l'Éternel. Maintenant, sur Et les moi, tissus balle. mous. Non, Si on fait un teaser, ça pourra passer, tu vois, cette phrase-là. Ah ouais, moi, c'est pas mal, ouais. Donc, l'ADN aussi a été trouvé dans les tissus mous. À température plus élevée, l'ADN se dégrade très rapidement. Par exemple, après 10 000 ans, à 15 degrés, la longueur moyenne des fragments d'ADN serait d'environ 13 paires de bases. Ce chiffre est crucial car des fragments plus courts ne pourraient plus former la structure nécessaire pour être détectés par des tests comme le DAPI. Si l'ADN des dinosaures existait vraiment depuis des millions d'années, il serait tellement fragmenté qu'il ne pourrait plus être détectable. Et là, je suis en train de stresser parce que j'ai pas ma petite ligne de source en bas là. D'où est-ce que ça vient ce truc-là? Je ne me rappelle plus. Est-ce que je l'ai mis plus bas? Mais je suis content, je t'ai mis le... Ouais, ouais, ouais. je t'ai Il mis faut que je retrouve l'angoisse. ça. Il faut que je retrouve ça. Là, je ne sais plus d'où Et du ça coup, vient. j'ai une question, mais est-ce que tu trouves pas ça étrange, même que l'ADN de dinosaures, on n'en ramasse pas à la pelle? C'est normal qu'on n'en ramasse pas à la pelle parce que dans des conditions réalistes, en quelques centaines d'années, en principe, il n'y en a plus. On a fait Oui, des mais je veux tests dire, il y sur a des des dinosaures, il y oiseaux d'il y a avait... 500 ans. Aujourd'hui, même en enquête médico-légale, les empreintes ADN qui sont très très vieilles, on a du mal à les utiliser parce que ne serait-ce que quelques dizaines d'années, ça suffit. Donc on ne s'attend pas en créationniste à trouver de l'ADN. Pour être tout à fait honnête avec toi, même les créationnistes étaient étonnés d'en trouver. Parce que on se disait que quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, Mais c'est attends, quand même dur. j'ai une question. Les mammouths, pour toi, ont vécu en même temps que les dinosaures, du coup. C'était là en même Les temps que tout le mammouths, monde. non. Les mammouths, ils vivent dans le Quaternaire. Tu me corrigeras s'il y a des Ah, fossiles. donc, donc toi, c'est OK. Ah oui, c'est vraiment Ça se dit pas. néogène. OK, C'est les OK. éléphants, un couple d'éléphants sauvages qui a varié en éléphants d'Asie, en éléphants d'Afrique, en mammouth. D'ailleurs, en Sibérie, en Alaska, il faisait beaucoup moins froid lors de l'âge glaciaire parce que les océans étaient chauds. C'est pour ça qu'ils pouvaient vivre dans des environnements où aujourd'hui même ils ne pourraient pas plus vivre. Aujourd'hui, il fait plus froid dans ces endroits-là que lors de l'ère glaciaire. Je referme ma parenthèse. Je Pas de termine ici souci. sur les tissus mous pour passer sur Archaeopteryx. Ces matières organiques sont reconnues comme étant parmi les biomolécules les moins stables sur de longues périodes et sous l'effet de la chaleur intense de l'enfouissement profond. C'est un peu comme le compostage, hein. Quand tu enfouis, il y a de la chaleur qui est générée lors de la fossilisation. Cependant, c'est l'âge extrême des échantillons qui est frappant. C'est un évolutionniste qui parle. Ce fossile vieux de 75 millions d'années est au moins un ou deux ordres de grandeur plus ancien que les limites de conservation attendues de l'ADN et des protéines. L'identification de tissus encore mous et de structures cellulaires dans une série de fossiles mésozoïques affirme ainsi que les affirmations concernant la préservation de protéines endogènes. Protéines endogènes, on parlait de protéines natives au début, ce n'est pas des protéines transformées. Hmm. Au sein de ces matériaux D'accord, sont ouais. controversées car elles remettent en cause à la fois les idées reçues et les modèles cinétiques théoriques qui excluent la persistance des protéines sur des échelles de temps géologiques. On passe à Archaeopteryx, comme ça on peut avancer très vite. Ça te va ou tu avais vraiment quelque chose Ouais. à dire? Non, je voulais juste savoir, je regardais juste tes sources, c'est tout. Mais j'avais rien à dire. Alors, si t'en manques une tout à l'heure, enfin demain, Non, non, mais là, c'est bon. bien. Quand tu me les mets, je ne dis rien. Ok, alors sur Archaeopteryx, alors on va commencer doucement. J'ai beaucoup de slides sur lui, donc ne pas trop s'apesantir sur les premières. Je dis rien, j'attends. Tu me donneras la parole. Donc, Archaeopteryx a des ailes modernes. Je vais le justifier, ne t'inquiète pas. Il a une mosaïque de caractères. Il a des discontinuités majeures, à mon sens, avec les théropodes maniraptoriens, qui sont le système respiratoire, les cuisses internes, l'acétabulum perforé, l'ectothermie, l'endothermie. Il y a aussi des oiseaux qui ont été trouvés avant, type Scanzoriopteryx, Protoavis, des traces d'oiseaux avant. Il y a les biomatériaux qui ont été trouvés également dans Archaeopteryx. Donc, lui aussi, en fait, il peut directement être argumenté comme ayant disparu il y a quelques millions d'années. Je me suis mis ici des choses comme ça en rappel, parce que je sais que quand je suis à l'oral, je pars en vibe et j'oublie un peu les choses. Attention à tirer des conclusions à partir des ressemblances. Je ne nie pas qu'il y a des ressemblances entre Archaeopteryx et les théropodes maniraptoriens. Je ne nie pas qu'il y a des ressemblances entre humains et chimpanzés. Quel autre on pourrait dire encore? Là, je n'ai plus qui me vient en tête. Bref, il y a Entre des baleine et ressemblances. requin, Oui, sauf oui, bref.
Il y a des On a le ressemblances. même mode de locomotion. Ça ressemble, c'est pas la même chose. Je sais qu'il y a des créationnistes qui se mélangent les pinceaux, qui vont ignorer les faits, alors ils vont rejeter les faits plutôt que de rejeter les interprétations. Moi, j'accepte les faits. On me dit qu'il y a de ressemblance, ben, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de ressemblance, s'il y en a. Maintenant, il y a plusieurs manières de répondre à ces ressemblances. Dans l'évolution, on a un concept qui s'appelle la convergence évolutive. Il y a un mot plus technique qui est l'homoplasie. Donc, c'est l'idée que les mêmes traits, des traits identiques ou similaires, peuvent apparaître indépendamment, sans ancêtre commun. Ça veut dire que même dans l'évolution, on a un concept pour dire que les ressemblances ne sont pas nécessairement dues à un ancêtre commun. Deuxièmement, on sait depuis une étude de 2022 de l'université de Bath, qui était intitulée, je ne l'ai pas mis là, elle a été intitulée Most of our evolutionary trees are wrong, ça veut dire la plupart de nos arbres évolutionnaires sont faux. C'est comme ça qu'était nommée cette étude évolutionniste. Cette étude-là a trouvé des incohérences entre arbres anatomiques et génétiques. On reconstruisait historiquement des arbres phylogénétiques sur la base de l'anatomie, de l'homologie, des Mhm. ressemblances. La génétique est venue un petit peu après pour aider. On s'est rendu compte en fait que des créatures qui se ressemblaient anatomiquement ne se ressemblaient pas génétiquement, et que des créatures qui se ressemblaient génétiquement ne se ressemblaient pas anatomiquement. L'un des exemples qui était cité, je crois que c'est l'éléphant, la taupe dorée, le lamantin, le Le crabe, fenrec enfin, ou le toutes les choses fenrec. qu'on appelle qui ressemblent à un crabe mais qui n'en sont pas. Donc, tout ça pour dire que rien que dans la théorie évolution, je ne suis même pas rentré dans le paradigme créationniste, on a au moins deux concepts pour nous dire ressemblance, oui, ancêtre commun, pas nécessairement. On peut avoir des Tout à fait. ressemblances, très fortes Mhm. même, c'est pas nécessairement une ascendance commune, même du point de vue de l'évolution. Maintenant, moi, je rajoute le paradigme créationniste, qui est le paradigme du concepteur en commun. J'avais dit que je n'ai pas parlé de Dieu, bah, il faut en parler un petit peu quand même. Donc, désolé, je me contredis un petit peu. Dans le paradigme créationniste, on a un concepteur en commun. L'argument ici, c'est de dire que, un peu à l'image d'un ingénieur, un peu à l'image d'un artiste, un peu à l'image d'un architecte, on va avoir des modules communs qui vont être utilisés dans des créatures, enfin, dans des réalisations différentes. Par exemple, un chanteur, il a un style qui se ressemble d'une chanson à l'autre. Par exemple, un artiste, bah, les experts peuvent reconnaître un artiste à la peinture parce qu'il y a un style qui est associé à ce peintre. Un architecte, il va construire avec les mêmes briques, les mêmes modules, même des mêmes principes. Il va construire pas mal de maisons à partir des choses totalement différentes, à partir des mêmes principes, des mêmes modules. Développeur, moi, c'est un domaine qui m'intéresse. Dans l'informatique, les mêmes codes, des mêmes sections, des mêmes fonctions, des mêmes architectures te donnent des applications complètement différentes. J'avais l'architecte, j'avais l'ingénieur. L'ingénieur, pareil, il réutilise les mêmes principes. Parce qu'en fait, quand tu as des modules efficaces, tu les réutilises parce que c'est bête de ne pas réutiliser des modules efficaces. Donc, en créationnisme, il y a cette idée que le concepteur a utilisé des modules en commun dans des créatures qui n'ont pas de lien. Par exemple, la taupe australienne marsupiale, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la taupe européenne placentaire. La seule chose qui change, c'est le mode de reproduction. Placentaire style kangourou versus enfin placentaire style mammifère et marsupial style kangourou. Extérieurement, on pourrait peut-être pas les différencier. Intérieurement, c'est comme si tu as une voiture électrique et une voiture thermique. De l'extérieur, c'est pas nécessairement évident. Donc, les ressemblances, on les explique comme ça. Dans le modèle créationniste, c'est normal d'avoir des modules communs. On ne s'attend pas à avoir des créatures complètement différentes. Il y a un des premiers partisans du dessin intelligent, William Paley, en 1802, sur lequel Darwin a copié sa structure argumentaire pour l'origine des espèces, qui exprimait déjà ce concept-là, que le concepteur en commun, il a utilisé des modules similaires, mais par exemple, là, il y a des modules qu'il a adaptés à une créature, qu'il a fait varier un petit peu pour une créature, qu'il a adapté un peu pour une autre créature. Parce que les créatures sont similaires, parce qu'elles ont des besoins similaires, elles vivent dans le même monde, elles respirent, elles marchent, machin. On s'attend à des conceptions similaires, c'est comme la roue. La roue, elle est utilisée partout en ingénierie. Pourquoi? Parce que bah, c'est tellement efficace, c'est la roue, on l'utilise beaucoup. Donc,
Euh, sur les ailes d'Archaeopteryx. Une étude de 2012 de l'Université de Brown déclare: la structure des plumes d'Archaeopteryx est identique à celle des oiseaux actuels. Une découverte qui montre que les plumes d'ailes modernes avaient déjà évolué il y a environ 150 millions d'années. Tu vas me dire, tu as vu 150 millions d'années, on est loin des 10 millions de la Bible, etc. Je l'accepte. Mais en fait, ce qui m'intéresse pas tellement, c'est pas les 150 millions d'années, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà dit pourquoi je n'y crois pas. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. La structure des plumes d'Archéoptéryx est identique à celle des oiseaux actuels. C'est un autre cas de stase, comme diraient les partisans de l'équilibre ponctué style Stephen Jay Gould, Mais où on les devrait en caractéristiques... trouver dans le Paléozoïque, du coup, aussi. Comment? On devrait trouver des plumes comme les oiseaux actuels dans le Paléozoïque aussi. Tu veux dire dans le Cambrien et compagnie? Ah, ah. Oui, bah, tout ce qui est Permien, Orthodicien, Non, parce que les Carbonifère. Archéoptéryx n'étaient pas sur les terrains-là. Enfin, on a déjà eu ces discussions. Je vais continuer, s'il te plaît. Ouais. Donc, je voulais faire une petite note d'humour. Ce que je dis là, c'est que moi qui le dis. Tu vas me dire, les chercheurs n'ont pas dit ce que j'ai dit. OK. Pour moi, Archéoptéryx, on devrait le renommer. Parce que archéo de archéologie, ça veut dire ancien. Ptérix, ça veut dire elle. Donc, Archéoptéryx, ça veut dire elle ancienne. Moi, je proposerais qu'on le renomme Néoptérix. Ça veut dire elle nouvelle ou elle moderne. Puisque du coup, on sait que ces ailes sont l'équivalent des ailes d'oiseaux actuelles. Je vais revenir sur les différents types d'ailes qu'on a aussi aujourd'hui. On connaît ptérodactyle, doigt ailé, ptérosaure, lézard ailé, hélicoptère, hélix pour la spirale et ptéron, c'est L, c'est les mots qui sont utilisés dans Archéoptérix. C'est intéressant de revenir des fois un peu aux termes latins, qui à mon avis là ne convient pas du tout à Archéoptérix en fait, puisque il n'est pas plus primitif qu'un autre. D'ailleurs, tu le suggérais un peu, ça dépend de l'écologie, etc. On n'est pas complexe, moins complexe, plus Bah, même, complexe. même dans Tout une dépend. vision créationniste, les oiseaux du Jurassique, je trouve pas qu'ils soient. Ils ont des différences, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus si différent des oiseaux qu'on a maintenant, quoi. Alors sur les ailes d'oiseaux, les différences de géométrie, angle des barbes, rapport longueur, épaisseur, densité, reflètent une variation fonctionnelle parmi les oiseaux et non obligatoirement une étape évolutive. On observe aujourd'hui des variations comparables entre oiseaux modernes selon le mode de vol, avec les faucons, qui ont des plumes très asymétriques pour le vol rapide et plané, les hiboux qui ont des barbes plus souples, des bords frangés pour le vol silencieux, et les faisans d'Inde, auxquels Archéoptérix ressemble un peu, pour les ailes, qui ont des plumes épaisses et arrondies pour le vol court et le décollage, parce qu'Archéoptérix avait un vol comme les faisans, un vol similaire en tout cas. Ces différences ne font pas d'eux des transitions, mais des adaptations à des usages spécifiques, différents types de vols. Là, j'ai mis en bas les oiseaux volent, c'est vrai qu'ils volent, mais de manière très différente, selon des niches et des designs adaptés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques, puisque ils font pas exactement le même vol. Par rapport à la plume, on devrait trouver quoi comme transition? Si le Bah, modèle par exemple, dans évolutionniste la était vrai, citation on que j'ai devrait donnée trouver quoi? du paléontologue Stephen Jay Gould, il disait une espèce de demi-plume ou demi-écaille, je crois qu'il disait un truc comme ça. Genre de la protoplume, par exemple? Parce que ça existe, on a des fossiles de ça, hein. Je pense que les protoplumes, justement, ça rentre dans cette argumentation-là, où on a des oiseaux non volants et que du coup, on pourrait dire, Ouais. Ou d'un même, certain même point de pas que des vue, oiseaux, hein. Il y a que des c'est dinosaures qui ont des que protoplumes. c'est comment dire, une protoplume, mais en fait, c'est pas que c'est une protoplume, c'est que c'est une plume adaptée à un travail particulier. Il n'y a pas de preuve Mais que tu cette vois, protoplume soit devenue une autre plume par la suite. alors la seule preuve que je peux te donner, mais ça, il faut accepter notre vision du monde, mais c'est que avant le Jurassique, il n'y avait pas de plumes pour le vol. Au Trias, par contre, il y avait déjà des protoplumes. C'est-à-dire que les premières plumes datent du Trias, par contre, les premiers oiseaux, c'est Jurassique. Et du coup, ça veut dire que Quand tu c'est dis bien dans le Jurassique, bon c'est sens, du coup. quelle année? Enfin, quel âge à Moins peu 100 près? enfin, les oiseaux, c'est moins 150 millions d'années. Comme les mammifères, d'ailleurs. Le placenta, c'est moins 150 millions d'années aussi. On a trouvé des traces qui ressemblent à des traces d'oiseaux qui sont datées à 212 millions d'années dans le paradigme évolutif. C'est ce que je disais Parce que tout tu à as l'heure. des Là, traces tridactyles ouais, qui ressemblent à des traces d'oiseaux. C'est-à-dire que et c'est qui pas des semblent traces être des d'oiseaux. oiseaux. Pour les évolutionnistes, on ne peut pas se le permettre. Bah, c'est Il y a des même un théropodes. paléontologue, je l'avoue, qui était amateur, qui a trouvé des traces d'oiseaux, Jerry McDonald, et qui en fait, il a vu que les traces se finissent d'un coup et que l'oiseau semble s'être envolé.
Mais on va reparler de ça un peu tout C'est à pas l'heure, impossible, parce que Archéoptérix, c'est pas le premier oiseau, hein. avant Archéoptérix, justement. Mais Oui, mais justement, Archéoptérix n'est pas le premier oiseau. oui. Alors, la question du vol a été tranchée après que des scientifiques aient étudié la géométrie en coupe transversale des os des ailes de trois spécimens d'Archéoptérix. Ils ont conclu qu'Archéoptérix volait comme un faisan, avec des ascensions rapides, un temps de vol court, et la course comme moyen d'échapper au danger. C'est un mode de vol un peu particulier qu'on retrouve un petit peu chez les faisans aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pas une Chez les poules transition. aussi, hein. C'est pas une transition parce que transition, c'est un passage d'un état à un autre, en général lent et graduel. Et ici, là, il a un design qui est adapté, abouti. Il est pas en retard sur qui que ce soit. Et donc, c'est pas une transition. Toi, tu dis peut-être pas que c'est une transition, mais certains disent que c'est une transition. D'autres disent que c'est un intermédiaire structural. Ils admettent que c'est pas une transition, que c'est un cousin, que c'est pas un ancêtre. Oui, pour moi, ça Mais peut être un cousin de nos ancêtres, mais c'est pas, c'est comme Dimétrodon, c'est pas obligé que ce soit l'ancêtre des et oiseaux. moi, c'est ce que je disais, voilà, avec la perspective de design, tous les arguments que j'ai dit dans la première slide sur ce sujet-là, on a des ressemblances, mais ça ne nécessite pas un ancêtre commun avec les oiseaux, par Mais exemple. du coup, ça veut dire qu'on peut trouver Archéoptérix dans des sédiments du Trias, du coup. Enfin, on peut trouver, bah oui, on peut trouver Archéoptérix, une espèce pareille, Bon, après, je dans un. pourrais pas répondre, ça dépend de l'écologie. Il y a des traces de pas d'oiseaux en tout cas. Est-ce qu'il était là aussi? Je sais pas. Maintenant, disons un mot sur l'ectothermie. Donc, les ectothermes, pour rappel, ils dépendent de la chaleur externe. On a des exemples avec les serpents, les lézards, les tortues, les crocodiliens. On a des endothermes, production interne de chaleur, mammifères et oiseaux, comme pour exemple. Donc, les ectothermes, ils ont une activité dépendante de la température. Ils sont actifs quand il fait chaud, lents quand il fait froid. Ils ont un comportement de thermorégulation. Ils vont se chauffer au soleil et chercher l'homme pour se refroidir. Métabolisme faible, ce qui indique qu'ils ont besoin de beaucoup moins de nourriture, ce qui est d'ailleurs un argument pour dire que certains grands dinosaures étaient à sang froid ou ectotherme, parce que s'ils étaient à sang chaud, il aurait fallu des forêts entières n'auraient pas été suffisantes. Mode de chasse, embuscade, attaque brève, on connaît ces dragons de Komodo et compagnie, comment ils bondissent d'un coup. Distribution géographique, généralement en climat chaud et tropicaux. Endothermes, ils ont une activité constante, ils peuvent être actifs jour et nuit, même par temps froid. Les oiseaux sont les plus impressionnants à ce niveau-là, parce que leur migration, dans le froid, c'est impressionnant. Il faut vraiment une grosse endothermie et un métabolisme. C'est une des raisons qui nous pousse à dire que c'est pour cette raison-là qu'ils ont survécu à la crise du Crétacé-Tertiaire. D'accord. Parce que pour le coup, le fait de manger un peu de tout, d'être petit, de pouvoir voler et être justement très résilient, bah, mine de rien, ça aide, quoi. Donc, ils ont un métabolisme élevé, consommation d'énergie très importante, ils mangent plus, grande endurance. Les vertébrés terrestres, les endothermes terrestres, ils vont courir longtemps, plus longtemps que les ectothermes en tout cas. Ils ont un vol prolongé pour ce qui est des oiseaux. Ils peuvent être en région polaire, ours polaire, haute altitude. En haute altitude, on a par exemple les bouquetins des Alpes. On a des comportements complexes avec des migrations longues, comment ça s'appelle, la baleine, soins parentaux élaborés, etc. Donc, les dinosaures étaient-ils ectothermes? Il y a un débat là-dessus, hein, ectothermes, endothermes, mésothermes, etc. Donc les dinosaures sont, tu comprendras pourquoi je suis venu sur ce sujet-là quand je vais parler du système respiratoire. Donc les dinosaures sont des reptiles, peau écailleuse, œufs à coquille, fenêtre temporale. Les reptiles sont en général ectothermes à sang froid, ça ne dit pas tout, ne dit pas qu'ils soient exactement comme les crocodiles. Les cornets nasaux sont un bon indicateur car 99% des animaux à sang chaud en possèdent. Ils réduisent les pertes de chaleur et d'eau lors de la respiration. Les scans réalisés par John Ruben sur plusieurs crânes de dinosaures montrent des cavités nasales étroites similaires à celles des crocodiles et autres reptiles à sang froid. C'est un marqueur d'ectothermie. C'est dans l'étude ci-dessous. Les fossiles de tissus mous abdominaux chez des théropodes montrent un système respiratoire comparable à celui des crocodiles. C'est dans l'étude ci-dessus. En fonction des compartiments thoraciques, etc., ils déduisent que c'est un peu comme ça. Et, c- et ce qui est logique parce que les dinosaures, les crocodiles et les ptérosaures sont réunis dans le même clade archosaurien, du coup. Ok. Donc un dinosaure géant à sang chaud n'aurait pas pu manger assez pour survivre, alors qu'un ectotherme flexible, oui. Donc, c'est des arguments qui tendent J'en ai d'autres derrière qui tendent à faire Ouais, d'eux des ectothermes. Il faut déjà les identifier, en fait. Mhm. Donc, le dragon de Komodo, qui est le plus grand lézard terrestre vivant aujourd'hui, 10 mètres 300 kilos, c'est une belle bête. Prédateur très actif. Les recherches montrent qu'il peut augmenter son métabolisme à des niveaux quasi mammaliens. Sur de courtes ou moyennes durées, sprint, poursuite, tout en restant fondamentalement ectotherme. Une étude comparative ci-dessous
entre T-Rex et alligators vivants a montré que tous deux possèdent deux grandes ouvertures au sommet du crâne. Chez les alligators, ces cavités contiennent des vaisseaux sanguins spécialisés, impliqués dans la thermorégulation. L'imagerie thermique révèle une activité métabolique variable selon la température externe, faisant partie d'un système circulatoire de régulation thermique. Donc encore des ressemblances avec les alligators ou les crocos. Et tu vois, là, dans ta source, il y a marqué Archosaurs. C'est Ouais, c'est ça, du coup, que je dis. comme tu vois, je travaille finalement Ouais, mais là, tu plus vois, avec je ne des dis études rien, c'est très évolutionnistes. bien. Mais c'est très bien. Jusque-là, il n'y a rien qui me choque. Chez l'oiseau, l'endothermie, c'est-à-dire la production interne de chaleur, est vitale car le vol est énergétiquement exorbitant. Sans production interne constante de chaleur, les muscles perdent en puissance, se refroidissent rapidement, deviennent inefficaces. Un animal ectotherme à sang froid ne peut pas soutenir un vol battu prolongé. Le vol exige une thermostabilité et non juste des pics d'activité. Ça, j'avais récupéré ça. Les ectothermes, ils ont 1 heure à 4 heures d'activité par jour. Les oiseaux, ils ont 10 à 16 heures d'activité par jour. Tu vois, c'est que ça commence à des arguments qui nous montrent que les théropodes ectothermes ne sont, du point de vue de l'éctothermie déjà, ne sont pas très bien placés pour être un candidat. Et d'ailleurs, le chercheur que j'ai nommé ici, John Ruben, qui est un paléontologue spécialiste du système respiratoire, c'est un évolutionniste qui pense que les oiseaux ont évolué à partir d'un ancêtre archosaurien. J'en dirai un mot à la fin sur sa théorie à lui. Et il pense qu'ils n'ont pas évolué des théropodes maniraptoriens. Et on va voir pourquoi il dit ça, parce que j'ai repris un peu certaines choses de son étude. Mhm. Donc le vol implique une énorme perte de chaleur. Le paradoxe du vol est que malgré la production massive de chaleur par les muscles, il y a une perte de chaleur extrême due à l'air, à l'altitude, à la convection. Les oiseaux compensent par une endothermie élevée, des plumes isolantes et une régulation vasculaire fine. Un ectotherme volant se refroidirait plus vite qu'il ne pourrait produire de l'énergie. L'endothermie permet aux oiseaux de voler à l'aube, la nuit en hiver de migrer sur des milliers de kilomètres, d'occuper des niches arctiques, montagnardes, océaniques. Sans endothermie, il n'y a pas de migration longue distance, pas de vol nocturne et pas de vie en climat froid. Bon, là, c'est du descriptif, donc en principe, il n'y a pas de souci. Euh, Mhm. les oiseaux incubent leurs œufs à température constante, indépendamment de l'environnement. Sans endothermie, il y aurait une incubation instable, un développement embryonnaire compromis et une dépendance extrême au climat. Une étude majeure publiée dans PNAS 2017 de Gregory Erickson et al. A d'ailleurs mesuré directement la durée d'incubation des œufs de dinosaures. Donc là, on a Protoceratops et Hypracosaurus. Ils ont regardé des dinosaures qui avaient des tailles un peu similaires aux oiseaux pour voir si on retrouve un peu les durées d'incubation cohérentes. Donc, ils ont mesuré des temps d'incubation de 83 jours et 171 jours dans cette étude ici. Et donc, ça, c'est une incubation qui correspond à l'incubation reptilienne, on va dire, style crocodile. L'incubation à oiseau est plus rapide. Les oiseaux endothermes, ils ont une incubation courte, un métabolisme embryonnaire élevé et des œufs peu nombreux mais gros. Les reptiles ectothermes, on observe une incubation longue, un métabolisme lent et des pontes nombreuses. Or, les dinosaures montrent des pontes, des grandes pontes, une incubation lente, un métabolisme embryonnaire bas. Tous les marqueurs vont du côté reptilien et non du côté avien. L'incubation lente implique une production d'énergie faible par unité de temps, incompatible avec l'endothermie, un développement rapide de type oiseau. Les oiseaux se distinguent par une incubation rapide, un contrôle thermique parental, des œufs peu nombreux. Les dinosaures étudiés montrent l'inverse. Attends, Je t'en prie. ce que t'as lu là, enfin tout depuis le début là, chez les animaux vipares jusqu'à la fin, c'est dans l'étude qui est juste au-dessus sur le truc des oiseaux? Non, Enfin, c'est la conclusion de l'étude ou c'est juste, enfin, ça vient d'où ça? ce qu'ils ont mesuré, c'est les durées d'incubation. Mais du coup, C'est de moi après dire qui que, fais les descriptions. mais tes descriptions, elles sont basées sur l'abstract de l'étude, enfin, ou c'est toi qui as juste, C'est basé sur plusieurs articles, plusieurs études. Donc bon, c'est un cas où j'ai pas forcément un truc, une source pour chaque ligne, mais non, parce je dis qu'en pas que fait, c'est ça, eux qui c'est l'ont que dit. c'est surtout que c'est les. En fait, c'est pas spécialement que je veux une source sur chaque ligne, mais c'est que dès qu'il y a une affirmation, par exemple, l'affirmation dire que tous les dinosaures sont plutôt du côté reptilien, donc sous-entendu lépidosaurien, voire crocodile, mais pas avien, bah du coup, ça, c'est une affirmation. Et là, c'est là où je veux une source. Quand c'est juste des faits, je te crois sur parole, hein. Ok, ok. Alors, sur le système respiratoire,
Les oiseaux ont des poumons rigides, des sacs aériens, un fluidaire unidirectionnel. Ce système maximise l'oxygénation, alimente un métabolisme extrêmement élevé et dissipe la chaleur excédentaire. Ce système n'a de sens que couplé à l'endothermie. Les reptiles, comme les dinosaures théropodes, avaient des poumons comme nous, avec l'air qui entre et ressort par le même chemin, ventilation bidirectionnelle. Cela délimite car il n'y a pas d'échange optimal et l'air frais se mélange à l'air vicié. Le système respiratoire d'Archéoptérix est déjà celui des oiseaux modernes, fondé sur les sacs aériens et la ventilation unidirectionnelle. Donc, avant de passer sur John Ruben, on a une absence d'espace pour les sacs aériens. Chez les théropodes, on a une cavité thoraco-abdominale trop remplie par les viscères. On a l'analogie avec les crocodiliens, une structure corporelle des théropodes compatible avec ce système. Donc ça, c'est dans les études ci-dessous. Disposition Mhm. des viscères. La disposition des organes suggère un foie volumineux situé devant les poumons, comme chez les crocodiles, parce qu'en fait, les crocodiles, ils ont un système respiratoire par piston hépatique. En fait, il y a un muscle, je crois, qui s'appelle le diaphragmaticus, qui tire le foie, en fait, et c'est ça qui fait ça fait de la place pour la respiration pour les poumons. D'accord. Donc, on a une cage thoracique incompatible avec la respiration avienne, cage thoracique plus souple que la cage stabilisée des oiseaux, difficulté fonctionnelle de transition vers le système des oiseaux. Les deux systèmes sont mécaniquement incompatibles. Donc là, par contre, c'est deux études évolutionnistes qui vont dans ce sens-là. Mais eux, en fait, ils veulent aller sur le scénario archosaure plutôt que maniraptorien. Le système respiratoire des oiseaux est extrêmement spécialisé. Il est intégré avec les poumons, les sacs aériens et les os pneumatisés. Le système complet poumon rigide plus sac aérien multiple est une caractéristique propre aux oiseaux. Aucun reptile ne possède les sacs aériens complexes des oiseaux. Ces sacs forment un système de pompe respiratoire ou de soufflet aussi, j'entends parfois, qui maintiennent un flux d'air continu dans les poumons, ce qui rend la respiration des oiseaux la plus efficace parmi les vertébrés terrestres, ce qui font qu'eux, ils peuvent aller très haut en altitude, là où les humains ne peuvent pas. Quand on va dans Mhm. l'Himalaya, on est au bout de notre vie, alors que leur système respiratoire unidirectionnel font que même pas peur. En plus de la respiration, ils servent à réduire le poids du corps, ce qui est important pour le vol, à refroidir le corps également pendant l'effort et améliorer la ventilation lors du vol. Donc c'est là où j'en viens à John Ruben, qui dit: récemment, la sagesse conventionnelle a soutenu que les oiseaux descendent directement des dinosaures théropodes. C'est le scénario le plus répandu chez les évolutionnistes. Cependant, le maintien apparemment inébranlable de la ventilation pulmonaire par piston hépatique chez les théropodes tout au long du Mésozoïque pose des problèmes fondamentaux pour une telle relation. Les premiers stades de la dérivation du système de sacs aériens abdominaux-aviaires, à partir d'un ancêtre ventilant par diaphragme, auraient nécessité une sélection en faveur d'une hernie diaphragmatique chez les taxons transitionnels entre théropodes et oiseaux. Une telle condition invalidante aurait immédiatement compromis l'ensemble de l'appareil ventilatoire pulmonaire et il semble improbable qu'elle ait représenté un quelconque avantage sélectif. Est-ce que tu as quelque chose, un commentaire à faire? Euh, que je trouve intéressant que tu me parles de ça en 2026 et que ta source sur ce sujet date de 97. Et que je pense savoir qu'il y a beaucoup d'études entre-temps qui ont été faites. Parce que alors, s'il y a bien un sujet en paléontologie qui est à discuter, rediscuter, c'est bien est-ce que les oiseaux sont des dinosaures? Et ça m'étonne que Super. tu prennes une source aussi vieille. Voilà. Je fais un cas cumulatif et il y a d'autres études qui viennent après un peu plus récents. Mais je ne dis pas que ta source n'est pas valide, hein, je dis juste que Après, il y en a peut-être d'autres. l'ancienneté d'un argument ne dit pas que c'est faux. Tout à fait. Et j'ai même pas dit que la source était folle, juste que Super. c'est un sujet. En fait, c'est pas un truc de niche, quoi. C'est vraiment un C'est clair. sujet qui est très discuté. Et pour le coup, je pense que même tu peux aller chercher dans des études de 2025 sur le même sujet. En fait, il n'y a que sur le Google, quand tu fais des recherches, on est bombardé de dizaines d'études évolutionnistes sur les dinosaures. Moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a beaucoup d'évolutionnistes qui essayent de prouver quelque chose qu'ils ont conclu au préalable. Je sais que tu ne vas pas C'est être d'accord possible, avec ouais. moi, mais Non, non, si, si, je suis c'est pour d'accord. ça qu'il y en a Tu sais autant. pourquoi je suis d'accord avec toi? Et c'est C'est des choses, parce qu'aussi, c'est aussi vrai parfois dans le créationnisme, pour être honnête. C'est mais ce que tu on penses. est d'accord, mais oui, non, mais je pense que tout le monde, on cherche à, tu sais, il y a l'effet d'ancrage, on cherche à valider que ce qu'on pense c'est vrai. Et du coup, bah, tu vois, juste avant 97, il y a un petit film indépendant qui s'appelle Jurassic Park qui est sorti. Et en fait, c'est à cause de ce film, si on a commencé à vraiment faire le lien entre, c'est pas ce film qui a inventé ça, mais du coup, c'est dans ce film qu'on a amené la possibilité que les oiseaux soient des dinosaures. Et du coup,
bah, à partir de 93 et alors jusqu'en 99 à Donf, bah, toute la dinomania, hein, bah, on a beaucoup parlé de ce sujet. Donc je sais je sais pourquoi tu es tombé sur ces études-là. Mais après, on est d'accord. Moi, personnellement, ça me poserait pas de problème de dire que bah, potentiellement les oiseaux sont pas vraiment des dinosaures, c'est plus des archosauriens, un peu comme les ptérosaures. D'ailleurs, énormément de gens pensent que les ptérosaures, genre ptérodactyles, ptéranodons, etc., sont des dinosaures. Bon, bah, moi, ça me pose problème. Bon. Mais du coup, Il n'y a pas la bah, posture érigée et l'acétabulum, il me semble. ouais, bah, ils ont plein de trucs que les Bah oui, il y a dinosaures plus que n'ont ça. pas. Oui, non, mais voilà. Mais du coup, ça fait que, bon, c'est pas très grave, c'est des archosauriens, c'est pas non plus c'est pas non plus des parents extrêmement éloignés. Donc là, par exemple, si tu me dis que, bah, il y a une étude de 2025 qui démontre 100% que, bah, finalement, les oiseaux sont plutôt, des archosaures ou des trucs un peu à part, je dirais, ah, bon, bah, étonnant, mais bon, pourquoi pas. Enfin, Alors, ça me gâcherait pas la vie, hein. Les oiseaux, ça reste cool, hein. tu arriveras à dormir. Je pense, ouais. Alors, je veux ajouter sur le système respiratoire le sujet des cuisses internes. Mhm, Euh, donc, on a une étude de l'Oregon State University dans la lignée de celle de John Ruben qui a aggravé le problème de la transformation d'un système respiratoire reptilien à celui d'un oiseau comme Archaeopteryx. Il s'avère que la configuration des os d'oiseaux est essentielle pour leur respiration. C'est étonnant. On va voir pourquoi. Chez les dinosaures théropodes style Velociraptor et Deinonychus, les cuisses sont externes au tronc, en dehors du corps, on va dire, comme les humains d'ailleurs, hein. Enfin, pas exactement de la même manière, mais dans l'idée que ce soit en dehors. Le fémur est placé en mhm. dehors de la cage thoracique. La locomotion se fait avec un mouvement de la hanche vers l'extérieur, comme chez les reptiles modernes. Cela implique une respiration de type reptilien, souvent par piston hépatique, comparable au crocodile. Le mouvement de la cuisse, en fait, participe à la ventilation. C'est étonnant. Chez les oiseaux modernes, les cuisses sont internes. On va voir une image après. Enchâssées dans le tronc. Le fémur reste en position quasi horizontale et fixe à l'intérieur du corps. La locomotion vient surtout du genou et du tarse, et pas de la hanche. Cette configuration permet d'intégrer le système respiratoire à via unique, constitué de poumons fixes avec sac aérien, ce qui favorise un flux d'air unidirectionnel. Si les cuisses sortaient du tronc comme chez les dinos, ce système serait compromis. Ça, c'est une étude de 2009, on s'approche un petit peu. Euh, donc l'idée, c'est de dire, passer de cuisse externe de type reptile à cuisse interne de type oiseau ne peut pas se faire par petites étapes adaptatives. Cela impliquerait une reconstruction complète de la hanche, du bassin, des muscles locomoteurs et du système respiratoire, un système intégré là. Une transition intermédiaire serait inviable par la perte de mobilité ou l'incapacité respiratoire. Il faut changer beaucoup, beaucoup de choses d'un coup. En fait, c'est vrai que c'est assez surprenant quand on regarde un oiseau, on a l'impression que sa jambe est un petit peu à l'envers, en fait. Son genou est à l'envers. Tu vois? Quand tu regardes là, par Ouais. exemple, le théropode, le genou, il est vers l'avant, là, c'est vers l'arrière. En fait, c'est parce que le fémur, il est à l'intérieur du tronc. Donc, on va dire que tu as une grande partie de la jambe qui est cachée, en fait, d'une certaine manière. Mhm. Et donc, dans Et cette du coup, étude-là, attends, et du coup, il faudrait qu'on trouve quoi pour si on trouve un fossile qui est entre les deux, ben, ça en fait, marcherait ou pas? ça empire ce que disait John Ruben. Parce que là, du coup, il y a la cuisse interne et la cuisse externe. Euh, il y a pas de, on ne peut pas imaginer des transitions là-dessus. Il faut changer, c'est un changement d'ingénierie global, général, quoi. C'est juste un argument pour dire que c'est encore plus difficile que prévu. Donc là, D'accord, il ok, ok. conclut, c'est vraiment étrange que personne ne s'en soit aperçu plus tôt. La position du fémur et des muscles chez les oiseaux est cruciale pour le fonctionnement de leurs poumons, ce qui leur donne en retour la capacité pulmonaire suffisante pour voler. John Ruben déclare, chez les oiseaux, le fonctionnement normal des poumons requiert de vastes sacs aériens ventilés par un sternum expansif et des côtes spécialement articulées, ainsi qu'un complexe fémoral cuit spécialisé dont on vient de parler. Il dit encore l'absence probable d'une fonction pulmonaire de type aviaire chez les théropodes est incompatible avec l'hypothèse d'une anatomie cardiovasculaire plus sophistiquée que celle des crocodiliens modernes. 2009, on est encore un petit peu loin, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'évolutionnistes qui vont sur ce sujet-là. Je ne pense pas qu'ils ont envie de remettre en cause. Avant, je passe sur l'acétabulum. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur le système respiratoire et les cuisses internes et externes et tout ça? Non, non, De toute façon, tu je pourras revenir plus regarderai, tard mais de par la toute suite, façon, quoi. c'est pas des trucs où je suis expert, donc admettons. Moi, quand je ne sais pas, quand je ne suis pas expert, je dis admettons que ce soit vrai. Et du coup, là, j'admets que ce soit vrai. On va parler de l'acétabulum perforé. Donc, chez les dinosaures, l'acétabulum ou le cotyle est perforé.
on parle d'acétabulum ouvert. La tête du fémur s'articule dans un anneau osseux, on va voir une image après, Alors, complet. si je peux te faire un compliment, je crois que tu es la première personne créationniste qui me parle de ça. Je n'ai jamais entendu de créationniste parler de l'acétabulum. Et du coup, bravo. Rien que pour ça, tu gagnes un point. Merci. Donc, la conséquence fonctionnelle est qu'ils ont des membres strictement verticaux sous le corps, avec une démarche érigée, efficace pour la locomotion terrestre. C'est un trait clé et unique des dinosaures. Je reviens là-dessus sur ce point-là. Ce caractère permet de distinguer les dinosaures des reptiles classiques à posture étalée, style lézard et crocodilien actuels, qui n'ont pas d'acétabulum complètement ouvert. Chez les oiseaux, alors moi je place Anchiornis, Microraptor comme des oiseaux. Je sais que vous les classez comme des Non, monsieur théropodes théropode ou... avien. Ouais, Ah, monsieur j'en suis ce plus sûr, théropode. mais Bah, en tout cas, c'est des théropodes, ça c'est sûr. Après, le sous-classement de chaque oiseau, bon, on va oui, oui, pas. oui. Donc chez les oiseaux, on n'a pas le même acétabulum, il est fonctionnellement fermé ou semi-fermé selon les animaux dont on parle. Le fond est Et comme renforcé. il y a aussi certains dinosaures non théropodes, par exemple l'ankylosaure, a Oui, un acétabulum qui s'affermait aussi. oui, j'ai entendu dire qu'on devrait peut-être plus l'appeler dinosaure ou un truc comme ça, parce qu'il n'avait pas L'ankylosaure? exactement l'acétabulum. Je sais plus, j'avais entendu quelque chose comme ça. Bah après, en fait, l'acétabulum, c'est par rapport au clade. C'est-à-dire que normalement, bah, on devrait trouver ça. Maintenant, vu que on a les transitions qui montrent que, bah oui, mais ça sert fermé, du coup, ça pose pas de problème. C'est comme la position du bassin entre les ornithischiens et les saurischiens, et le fait que les ornithischiens aient un bassin qui ressemble à ceux des oiseaux, alors que pourtant il est saurischien, et bah du coup, ça aussi, ça pose plein de problèmes. Mais en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est parce qu'avant, on classait les animaux que par rapport à quoi ils ressemblaient. Et du coup, c'est pour ça qu'on classe comme ça. Mais du coup, maintenant qu'on comprend mieux comment les choses fonctionnent, bah du coup, il y a des moments où on se dit, ah bah là, non, ça marche pas en fait. Donc, chez les oiseaux, la tête du fémur est solidement enchâssée, on en avait parlé de ça sur les cuisses internes. Cela permet une stabilisation extrême du bassin pour le vol, l'atterrissage, la bipédie dynamique et la transmission efficace des forces entre ailes, pattes et tronc. Donc, passer d'un acétabulum ouvert à un bassin fermé et fusionné correspond à un changement d'ingénierie locomotrice dans la lignée de mon argument sur les cuisses internes versus externes. L'acétabulum fermé renforcé des oiseaux fait partie d'un complexe verrouillé avec bassin fusionné, orientation du fémur, centre de gravité déplacé, lesquels produisent un ensemble indispensable au vol et à l'atterrissage. Donc on a vraiment une hanche presque fixe chez les oiseaux, alors que ça bouge, et on va voir même que c'est lié à la queue, en fait, la cuisse. Donc là, on voit l'acétabulum perforé et comment ça va s'intégrer éventuellement. Donc les dinosaures avaient une grande liberté de mouvement, une cuisse proéminente et mobile, et une locomotion dominée par le mouvement du fémur. Les oiseaux ont une cuisse relativement rigide. La locomotion vient surtout du tibia et du pied. La cuisse agit comme un pivot stabilisateur. Donc chez les théropodes, on a un acetabulum largement ouvert, partiellement fermé chez les oiseaux ou complètement fermé. On peut avoir une paroi médiale qui vient un peu dans ce trou-là de l'acétabulum. On a l'antitrochanter qui est faible chez les théropodes, très développé. Alors c'est quoi ce terme barbare-là? C'est un élément chez les oiseaux, une surface articulaire supplémentaire située au-dessus de l'acétabulum et dont la fonction est de stabiliser la tête du fémur et de limiter certains mouvements latéraux. Donc ça, chez les oiseaux, c'est présent et c'est pratiquement pas là chez les théropodes. Une grande mobilité du fémur chez les théropodes, très stabilisée chez l'oiseau. Position du fémur plus latérale, très proche du corps chez les oiseaux. Donc là, j'ai une étude de 2024 de Alan Feduccia qui appartient un petit peu au groupe avec John Ruben. Donc je précise qu'Alan Feduccia, c'est quelqu'un qui a travaillé contre les créationnistes aussi. Donc, je ne voudrais pas donner l'impression que c'est mon ami. Pas de 10 000 ans, pas de déluge de Noé avec lui. Lui, c'est le scénario archosaurien. C'est un paléo-ornithologue. Il n'en démord pas depuis au moins 40 ans, quoi. Il a passé toute sa carrière là-dessus, j'ai l'impression. Donc là, il dit, notez le contraste entre la condition observée chez ces oiseaux coureurs, qui devraient en principe se rapprocher le plus de la condition ancestrale supposée des théropodes, en ce qui concerne la morphologie de leur acétabulum et la condition observée chez Solephysis bori. Donc ici, on a
des oiseaux coureurs. Alors pourquoi des oiseaux coureurs? Faut bien mentionner ça. Dans l'évolutionnisme, on a deux théories pour l'origine des oiseaux. La théorie principale qui est la théorie cursoriale, que les animaux descendent des coureurs, style théropode maniraptorien. Et on a la deuxième théorie qui est la théorie arboréale, que les oiseaux descendent d'animaux planeurs. Je vais Et en ça peut pas montrer être un les tout à deux. l'heure. Je vais en présenter un tout à l'heure. Donc là, effectivement, quand on regarde la structure de l'acétabulum, la structure générale des oiseaux coureurs, et celle d'un théropode de style Celophysis, on a une construction très différente. On peut avoir une ressemblance un peu générale, quand on parle un petit peu en général, une ressemblance, quand on rentre dans le détail. Donc lui, il est totalement archosaurien. Il refuse ce scénario-là. J'ai une étude également qui conclut ce qu'on dit. Les dinosaures sont uniques parmi tous les tétrapodes, c'est-à-dire les créatures à quatre membres, par la présence de ces tabulums perforés. C'est pour ça que moi, de mon point de vue, ça c'est une affirmation pour moi, les oiseaux n'ont pas d'acétabulum pleinement ouvert, donc on ne peut pas les appeler dinosaures. L'acétabulum est différent, la cuisse est différente. Il y a beaucoup de différences à Après, ce niveau-là. Voilà. c'est pas des dinosaures, c'est pas que des dinosaures, c'est des dinosaures théropodes aviens. Alors que c'est comme si on disait oui, mais parce que l'homme n'a pas de nageoire comme la baleine, du coup on peut pas s'appeler mammifère. Oui, mais on est peut-être des mammifères, mais on n'est pas le même groupe de mammifères. C'est-à-dire on a un ancêtre commun selon le modèle évolutionniste, mais du coup, on est quand même très différents et on n'a pas de rapport. Enfin, je veux dire, et du coup, les oiseaux n'ont pas de rapport avec le tyrannosaure, n'ont pas de rapport avec le tricératops. Ils sont cousins très éloignés dans le modèle évolutionniste. Et du coup, bah, ça a beau être des dinosaures, ça a beau être, c'est des archosaures, dinosaures, théropodes, aviens, du coup. J'avais vu Et quelque après, chose, sous-classe, enfin, ah, pardon, excuse-moi. peut-être que tu peux se renseigner que moi, j'avais vu quelque chose comme quoi je ne sais plus si c'est les théropodes maniraptoriens ou voir les T-Rex avec, qui sont un autre clade, qui avait été repositionné des saurischiens aux ornithischiens. J'avais vu ça, un truc comme ça passer récemment. Non? Bah, le seul qui pourrait être repositionné, c'est techniquement les oiseaux, parce qu'en fait, les oiseaux ont un bassin qui ressemble aux ornithischiens, parce que c'est ça ce que ça veut dire. C'est étonnant, Ornithischien, hein, ça veut ces dire classifications-là, hein. bassin de... Eh ben, c'est pas si étonnant, c'est parce que quand on regardait que le squelette, bah, ça se ressemble vachement. Et du coup, en fait, bah, c'est de la convergence évolutive. Les oiseaux, donc théropodes, ont un bassin qui ressemble plus aux ornithischiens, qui restent des dinosaures, que leurs cousins saurischiens comme le T-Rex. Après, par contre, pour tout le reste, c'est-à-dire pour la structure générale du squelette, il ressemble beaucoup plus quand même aux raptors et microraptors et tout ça. Euh, mais effectivement, s'il y en a un qu'on devrait replacer, ce serait peut-être celui-là, oui. Alors, Mais pour que bon, l'audience c'est que comprenne, c'est la différence entre la classification physiologique et la classification réelle, c'est-à-dire génétique. Malheureusement, la génétique des dinosaures, bah, c'est compliqué. Dans le pour modèle que les gens nous évolutionniste, comprennent dans l'audience, les théropodes maniraptoriens, dans le scénario évolutionniste classique, ils descendent des saurischiens à hanches de lézard, je crois que ça veut dire, ouais, c'est ça. En gros, c'est alors que les sauropodes, ils descendent des ornithischiens, des anches à hanches d'oiseaux. non, Non, c'est pas ça? euh, non, c'est dans les dinosaures, il y a que deux groupes. Il y a saurischiens, ornithischiens. Voilà. Dans ornithischiens, il y a bah, tous les herbivores comme Triceratops, stégosaures, etc. Les becs de canard, machin. Et Oui, dans le oui, groupe oui, oui. saurischien, il y a théropodes, sauropodes. Et du coup, sauropodes, tout ce qui a un long cou, c'est pas 100% vrai, Ouais, ce mais que je veux dire, voilà. c'est que c'est pas les ornithischiens qui donnent les théropodes maniraptoriens. Enfin, en tout cas, dans les plus anciennes Non, non, clades. non, du tout. C'est ça que je veux dire, c'est assez. Après, Mais bref. ils sont apparus en même temps, à peu près, à peu de choses près, je dis en même temps, mais ils sont basiquement tous apparus au Trias. Et après, ça c'est. En fait, au Trias, les dinosaures, ils se ressemblaient vachement, en vrai. Ils avaient pas énormément de différence. Et c'est que à partir du Jurassique où là, vraiment, ça s'est diversifié. Mais du coup, a priori, ouais, ouais, voilà. Il y a que deux groupes de base. Ok. Donc, la respiration par piston hépatique chez les reptiles est liée à la position externe des cuisses, parce que le muscle respiratoire est ancré au bassin, et le bassin est lui relié au muscle des cuisses. Les mouvements des membres peuvent donc influencer la ventilation. La position des cuisses à l'intérieur du tronc chez les oiseaux est importante parce qu'elle stabilise la cavité thoracique et abdominale, protège le fonctionnement des sacs aériens, qui occupent une grande partie de l'abdomen et permet de séparer la respiration de la locomotion, ce qui n'est pas le cas de tous les reptiles. En fait, par exemple, un Mhm. lézard, il doit s'arrêter pour respirer.
Il ne peut pas bouger et respirer en même temps. Les oiseaux, en fait, voilà, ils sont, en prenant un terme évolutif, je pourrais dire presque dire que c'est les plus évolués. De Alors que, plus, enfin, du point de vue tu de la vois où est-ce qu'il performance se respiratoire, place? quoi. Mais est-ce que tu vois où est-ce qu'il se place dans le paradigme évolutif, les lézards et tout ça? Parce que du coup, ils sont vraiment très séparés, parce que d'un côté, il y a les... En C'est fait, avant les à la base, on archosaures ou est après? avant, parce qu'en Avant, gros, ouais. il y a les amniotes de base qui se Ouais. séparent en deux, et d'un côté, tu as synapside, et du coup, ça, c'est mammifère, et, Thérapsides et compagnie. voilà, et Cynodonte. diapside. Exactement. Et du coup, bah, les reptiles actuels sont des diapsides, mais lépidosauriens, alors que les dinosaures et les oiseaux sont archosauriens, du coup. Ok, ok. Voilà. Super. J'ajoute quelque chose sur la queue. De plus, les muscles de la queue, reliés au fémur du théropode, tiraient la patte vers l'arrière lorsque les dinosaures marchaient. Ces muscles s'attachaient à la queue au niveau des chevrons. Je vais voir si j'ai mis une image ou pas. Je sais plus. De petits os pointant vers le bas et issus des vertèbres caudales. Les oiseaux à queue osseuse, comme Archéoptérix, ne possèdent pas de grands chevrons saillants sur les vertèbres de leur queue. Donc, il n'y a pas ce lien queue euh, avec la cuisse pour le mouvement. Ils ont une locomotion Mhm. de style oiseau, pas une locomotion de style théropode. Donc Feduccia, qui conclut dans sa fameuse étude, d'ailleurs il conclut, c'est plutôt l'abstract, je crois que j'ai repris, hein. L'idée Ah, que, ça c'est l'abstract, l'idée que les ah oiseaux ouais. descendent de dinosaures théropodes maniraptoriens fait aujourd'hui consensus sur le plan d'évolution. Tu comprends pourquoi j'ai parlé de consensus tout au début de ma présentation. Un acétabulum ouvert, c'est-à-dire complètement ou en grande partie perforé, est considéré comme une synapomorphie importante, donc un trait dérivé, confirmant le lien de parenté entre les oiseaux et les dinosaures. Je présente ici les données anatomiques relatives à l'acétabulum et à ses annexes importantes, dont on a vu l'image tout à l'heure, qui démontrent que l'anatomie de la hanche diffère considérablement entre les dinosaures et les oiseaux. Au vu des nouvelles données présentées ici, la relation entre dinosaures et oiseaux doit être réévaluée. C'est son avis en tout cas. Oui, oui, bah, il a le droit de le penser, mais du coup, bah, pour moi, on est dans le même cas de figure que est-ce que le chihuahua est un loup? Part du principe, mets-toi dans la tête d'un évolutionniste. On croit que les chihuahuas ont été créés en domestiquant le loup. Enfin, en termes de physique, ça n'a aucun rapport. Ils ont le Du même coup, plan la question, c'est corporel, est-ce que, ouais, bah, enfin, disons la taille de la tête, les proportions, il y a rien les proportions. il y a rien qui fait loup, tu vois. Et même certainement, ils ont des dents en plus ou en moins, peu importe. Mais en tout cas, la question, c'est est-ce que du coup, sur l'arbre phylogénétique, on devrait pas dire que les chihuahuas sont des loups? Alors que techniquement, c'est leur ancêtre commun. Si tu te mets dans un truc cadre évolutif, tu vois. Et du Oui, coup, oui, oui. ça, c'est la question. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans la même question. C'est que est-ce que le fait que ça ne se ressemble pas est suffisant pour dire, ah, du coup, faut tout remettre en question? Parce que bah, pour moi, enfin, c'est pas non plus des différences. Enfin, c'est pas. Et même, je vais te dire un truc, c'est genre, imaginons, oui, on se rend compte que ça n'a aucun rapport et c'est une espèce à part. Et donc, enfin, Oui, oui. c'est Ton argument est là. Ton argument est là. Ouais, voilà. Du coup, là, je me suis peut-être un peu emmêlé les pinceaux, mais je vais dire quelque chose de vite fait sur l'ancêtre des dinosaures. On va reculer Mhm. dans la colonne géologique. Ici, un évolutionniste qui admet, d'après ma lecture du registre fossile des dinosaures, aucun ancêtre direct n'a été découvert pour aucune espèce de dinosaure. Hélas, ma liste d'ancêtres dinosauriens est vide. C'est pour ça qu'au début de la présentation, quand je te parlais de l'absence de fossiles de transition, entre guillemets, c'est confirmé par pas mal d'évolutionnistes. On ne peut pas dire qui sont les ancêtres, qui est l'ancêtre dinosauria ou des choses comme ça. D'ailleurs, Mais on n'en a pas besoin. j'ai un graphique après qui le démontre. Nous étudions les Non, mais empreintes, je te crois. nous étudions les empreintes dans les Dolomites, en Italie, depuis un certain temps. Il est étonnant de constater à quel point le passage de aucun dinosaure à tous les dinosaures a été net. Donc pour nous, ça, c'est quelque chose qui, quand même, est compatible avec les kind, les groupes créés. Euh, on retrouve ces groupes-là, on ne trouve pas quelque chose qui relie ces grands groupes-là. Par exemple, on n'a Après, pas attends, d'ancêtre des cératops et des sauropodes, on n'a pas un ancêtre qui va regrouper tout ce beau monde. C'est ce que disent ces gens-là.
Un commentaire? Bah, alors, j'ai deux commentaires. C'est déjà. Enfin, non, je vais rester sur le premier. On n'a pas besoin de trouver de fossiles de transition. Parce que, admettons, on en trouve un. Voilà, on trouve un truc qui ressemble à un dinosaure, mais pas vraiment. Ok, bah, il manquera toujours des fossiles de transition entre ce truc qu'on vient de trouver et le reste. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on trouve un maillon de la chaîne, il y aura toujours un maillon qu'on Oui, mais pourra il n'y a mettre au pas milieu. de début de transition. Bah, peu importe, imaginons qu'on ne le trouve jamais. Genre, on ne trouvera jamais ça. Le truc, c'est que on a un lien de parenté génétique. Et attention, vraiment, je mets le mot en gros là. C'est lien de parenté génétique avec les oiseaux. Donc, on sait qu'on a un lien d'apparentement. Ça veut dire qu'on est cousin avec les oiseaux. Donc, de façon totalement factuelle, on a obligatoirement un ancêtre commun. Et c'est Dans pas les briques du vivant ou je sais pas quoi, c'est un lien d'apparentement génétique. Et ce lien comme d'apparentement je te le génétique, disais, je dois c'est venir ce qui d'ailleurs mène sur à un petit peu Lucas et sur tout les ça. gènes. On s'approche de la Oui. fin. Je vais aller un petit peu sur les gènes à la fin, où je proposerai une réaction à ça, puisque les gènes, en fait, n'impliquent pas forcément une parenté, même si c'est très similaire. Bah non, J'ai sauf commencé à c'est un l'expliquer lien tout à l'heure. d'apparentement du coup. J'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure avec le fait que des créatures similaires génétiquement peuvent être très différentes anatomiquement, et inversement, être très similaires anatomiquement et très différents génétiquement. Mais j'ai une petite partie là-dessus à la fin, donc on pourra Vas-y, revenir vas-y. Oui, oui, sur les t'inquiète. gènes. Ici, bon, c'est un graphique qui est retouché de l'encyclopédie de dinosaures. Bon, tu vas me dire, c'est vieux, 1994. Je pense que ça représente toujours l'état des lieux. Donc, ce qu'on a en jaune, donc on a ici les ptérosaures, on a différentes créatures. Et Alors, je suis juste pas sûr sur un truc. Bref, vas-y, tu as on les va dire. En saurischiens fait, et je tu as les pense. ornithischiens à droite. En fait, c'est juste que je pense que que c'est plutôt la diversification justement ornithisquien saurisquien. Mais vas-y, ça a l'air d'être relativement correct, c'est pas très grave. Là, en fait, la partie en jaune, c'est la partie fossile. C'est ce qui existe Mhm, réellement. Et ce qui est manquant, c'est la partie en gris. C'est ce qui correspondrait aux transitions ou aux ancêtres évolutionnaires qui n'ont pas été trouvés. mhm. C'est juste ça. Donc, je reprends l'argument que j'ai mis plus haut, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'ancêtres évolutionnaires ou de transitions qui nous permettent d'expliquer l'origine, l'ancêtre ornithischien, l'ancêtre saurisquien, on est en gris. Mais admettons que ce soit vrai, en soi, ça peut aussi être un biais d'échantillonnage. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, ta famille et que je trouve des fossiles, une personne sur 2000, je trouve une personne sur 2000. On est d'accord, je ne peux pas recréer tout ton arbre de ta famille. Je peux que dire, ah, ok, il y a telle personne, ils se ressemblent à peu près, voilà, et je Mais du peux coup, en en déduire termes des de choses. science d'observation, on ne peut pas valider le cas pour l'instant. Bah, c'est pas ça, c'est que c'est pas très Puisqu'on a... précis par contre. Bon, Ça, par contre, je veux bien l'admettre. Le fait que bah, moins on trouve de fossiles, moins c'est précis, ça, je veux bien l'admettre. Maintenant, des fossiles, on en a quand même trouvé pas mal, et pour le coup, bah, en fait, c'est ça qui me perturbe, c'est que si tu sais, pour Tiktaalik et tout ça, tu sais que des fossiles de transition, on en a. il est pas transitionnel, lui. Mais on va revenir un petit peu après, si tu Et veux. mais en fait, tous les fossiles sont transitionnels. C'est-à-dire que, alors, Oui, j'ai déjà c'est pas une entendu ça vraie de Guillaume question, le mais peintre, mais non. si toi, tu as des enfants, tu as un fossile transitionnel entre ton grand-père et tes Non, non. enfants. Quand on Bah, parle de si. transition, c'est vraiment un changement de morphologie qui n'est pas là. Mais la morphologie, elle change tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, c'est quoi le fossile Ça reste transitionnel cadré, entre le hein? loup et le Ça reste très chihuahua? cadré. Oui, mais le Pour fossile les chiens, je transitionnel entre pense le que loup et le l'ancêtre chihuahua, avait c'est beaucoup de quoi? variabilité génétique qui permettait de produire Hmm. des Saint-Bernard, des Chihuahuas. Ouais, Je et pense ben, qu'on est dans un cas de variation à l'intérieur d'un genre, qu'on n'est pas dans ouais, la... Enfin, moi j'ai pas vu d'évolutionniste qui me dit que le Chihuahua, c'est un nouveau groupe cladistique. bah, je Il crois est pas non considéré, plus. En fait, considéré dans les chiens, hein. C'est pas un c'est nouveau plus, groupe. bah oui, bah, parce qu'en fait, mais c'est une question un peu rhétorique. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dis, j'estime que c'est un nouveau groupe à partir du moment où ça peut plus se reproduire, et ben, je te le dis, les loups ne peuvent pas se reproduire avec les chihuahuas, naturellement. Du Mais coup, on peut bah, avoir une chaîne d'immodulation techniquement, entre les deux. c'est pas en laboratoire, oui. Mais du coup, selon ta définition, dans la nature, c'est un nouveau groupe. Et du coup, c'est pour ça que je dis, oui, ça dépend comment tu classes les animaux. Mais du coup, Dans la nature, entre le l'arbre que Chihuahua tu et le nous loup, il montres, y a une chaîne d'hybridation possible.
Oui, mais avec d'autres organismes intermédiaires. est-ce que tu as tous les fossiles est-ce que tu as retrouvé des fossiles de l'intermédiaire entre le loup et le chihuahua? Pourtant, il Bah, doit exister. c'est vrai que le loup actuel n'est pas le Canis lupus du registre fossile. Ben Donc oui, après, et on a une même variété si de tu trouvais un loups. fossile, admettons, tu trouves un fossile de chien tu sais, dans les dates, c'est entre l'apparition du loup et le chihuahua, il y a un chien, tu trouves son fossile pile au milieu. Il correspond en termes de date, il correspond un peu en termes de physique, ça me dit pas que ce chien-là, c'est l'ancêtre de lui et le descendant de ce loup. Tu vois, donc du coup, il y a un peu le côté. C'est pour ça qu'on dit souvent que bah, tous les fossiles qu'on trouve, c'est des cousins. Parce qu'en fait, il y a absolument rien, mis à part la génétique, qui peut nous confirmer que, bah, par exemple, Archaeopteryx, c'est l'ancêtre des oiseaux. C'est-à-dire, à moins de trouver l'ADN, ça va être très compliqué de démontrer que c'est le cas. Ou alors, c'est sur une petite île où tous les individus sont morts à cet endroit et on sait que tous les individus sont là. Mais mis à part ça, bah, du coup, c'est forcément, bah, là, c'est de l'approximation des cousins, sauf si on a l'ADN. Ok, le message est passé. On On a arrive à la les, fin, là. on arrive, on est proche de la fin, franchement. On va pouvoir Bon, terminer. parfait. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à là, franchement. Bah non, mais merci à toi. Donc, on a des traits qui sont considérés reptiliens chez Archaeopteryx, comme les dents, la queue osseuse longue, les doigts griffus, et surtout ces trois caractéristiques-là qui sont utilisées, à mon avis, pas suffisantes. Donc, les dents. On a des oiseaux fossiles avec des dents. Donc, même si aujourd'hui les oiseaux n'ont plus de dents, euh, il y a des oiseaux fossiles avec des dents. Donc, en plus, ils arrivent longtemps après Archaeopteryx et tout ça. Donc, on n'a pas une mâchoire longue, un bec denté, puis un bec non denté. On n'a pas cette séquence-là. Les choses ne sont pas forcément dans l'ordre évolutionnaire attendu, parce que les oiseaux fossiles arrivent longtemps après, notamment comme Hesperornis. Donc, on a des oiseaux avec des dents. Mais on a des oiseaux à bec avant, hein. On a Confuciornis à 125 millions d'années, qui est, qui a un Est-ce bec que non denté. oui, tu considères que les ornithischiens ont des becs ou pas? Genre, par exemple, Triceratops. Parce qu'il a un bec qui fait très perroquet, hein. Et Alors, des je dents. pourrais pas dire, pour moi, les dinosaures à bec de canard, oui, Protoceratops mais aussi. Non, non, Protoceratops, si tu regardes le fossile de Protoceratops ou de Triceratops, ils ont vraiment un bec oui, qui peut-être, oui. s'apparenterait à un bec Donc, perroquet, pardon. donc voilà, ici, l'idée, c'est de dire que la queue osseuse longue, ça peut se retrouver dans différents groupes d'organismes, les dents aussi, les doigts griffus aussi. Ça n'oblige pas, ça n'oblige pas qu'il soit un intermédiaire de quelconque manière. Non? Dans le Non. paradis créationniste, on a les kinds séparés, et donc, Mais tu penses quoi de... Pardon, excuse, vas-y, vas-y, désolé, vas-y, tu voulais je te dire? coupe. Non, c'est pas par rapport à ça. Tu penses quoi, toi, par exemple, des études sur bah, Jack Horner, justement, t'en parlais un peu plus tôt, mais sur Chickenosaurus et tout ça, et le fait que en manipulant certains gènes, ils arrivent Oui. au stade embryonnaire à, bah, par exemple, mettre des dents, une queue plus longue, etc., à des embryons de Bah, poulets. en fait, c'est le module commun. Tous les organismes Mhm. sur Terre ont un programme commun, les gènes homéotiques, on les appelle. Et donc, ces programmes-là sont modulés d'une créature à un autre. D'un côté, les membres vont se développer, d'un autre côté, les membres vont se résorber. On a des choses comme ça, la mâchoire qui se développe, Mais l'autre du qui se coup, développe pas. Donc ça, alors, c'est du un coup, module si ce que tu commun. dis, C'est un module commun qui permet de faire des choses variables dans différentes. mais attends, si ce que tu dis est vrai, du coup, si exercice de pensée, je suis un scientifique du futur et je peux transformer un poisson, et je prends ces ovules, enfin les embryons de poisson, je modifie justement ce que tu dis, les blocs communs, et je peux en faire une vache, par exemple. Bah, c'est ce qui, enfin, pas à ce niveau-là, mais c'est ce qui est déjà, c'est ce que les évolutionnistes font déjà. Par Mais exemple, du coup, il y a une quand étude tu qui dis on montre n'a que, jamais vu, mais quand tu dis on n'a jamais vu l'évolution, on n'a jamais vu par exemple un poisson devenir nanana, bah du coup, si ça arrivait, ça ne détruirait pas le créationnisme. bah, alors si ça arrivait, il faudra voir à ce moment-là. Je pense pas qu'on va arriver à ce niveau-là. Par contre, ce qui a Dans déjà mon été exercice fait, de pensée là, hein. oui, 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 bah, oui, peut-être que ça contredirait le créationnisme, du coup, si on peut le faire Non, facilement. justement, je te dirais selon ce que tu me dis, vu que tu me dis que c'est possible parce que c'est des blocs communs, du coup, ça ne contredirait pas le créationnisme. Bah, ça dépend comment on le voit, parce qu'un évolutionniste pourrait dire que, bah, t'as vu, on peut créer
un amphibien appartient à un poisson, par exemple, peut-être. Donc, Je suis d'accord, mais c'est parce que ouais. toi, tu as dit. Alors, je te dis toi, mais c'est pas toi. C'est, on va dire, la majorité des évolutionnistes, des créationnistes, pardon, le disent. C'est le côté de dire, on n'a jamais vu tel animal passer de, par exemple, d'une vache à un poisson, par exemple. Bah, du coup, là, tu viens de démontrer que si c'était le cas, ça ne poserait pas de problème. Donc, du coup, que c'est pas un vrai argument. C'est pas une vraie demande de la part des créationnistes qu'on fasse ça. Parce que si on le Alors, faisait, ça ne poserait pas de la problème. falsifiabilité. Ouais, moi non plus, j'y arrive pas du tout à ce moment. Le Faut qu'on trouve un autre créationnisme, mot parce que... ce sont les fossiles de transition et éventuellement des expériences de laboratoire qui montrent des gros changements de plan morphologique. Si tu Ok, arrives à démontrer ça, tu affaiblis fortement le créationnisme. Tu as une longue ok. chaîne de transition qui montre vraiment, tu pars d'un théropode maniraptorien, tu vois que ça modifie régulièrement, régulièrement, régulièrement. Je veux dire, c'est pas on passe d'un système respiratoire à un système respiratoire Z, tu vois. Si tu as le système Et genre, respiratoire B, bah, C, D, E, F, G, H, là mais c'est j'ai très fort. un meilleur exemple. Si tu prends bah, la baleine, si tu prends Pachycétus, c'est tous les animaux qui sont basiquement sortis de l'eau pour revenir Si à tu l'eau. veux, si on a le temps, on parlera un petit peu de la baleine et de Tiktaalik après. Et Ouais. on- Enfin, oui, là, je oui, quand termine tu sur veux, hein. Archaeopteryx. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Euh, donc, oui, aujourd'hui, je voulais dire qu'il y a le Wadin juvénile qui possède des griffes aux ailes et qui les utilise pour grimper dans les branches. Sa fonction, c'est d'escalader les arbres et de remonter dans le nid après être tombé dans l'eau. Donc, ça nous rappelle un petit peu Archaeopteryx, qui avait des doigts griffus, potentiellement pour la locomotion arboricole. J'exagère un peu, mais en tout cas, pour se déplacer un peu, peut-être à l'image Pourquoi de pas? cet oiseau-là. Mhm. Bon, c'est une vieille étude de Feluccia, je crois, qui disait que les oiseaux sont dépourvus du pouce embryonnaire que possédaient les dinosaures, parce qu'en fait, les théropodes fossiles, ils ont les doigts 1, 2, 3, pouce, index majeur, et les oiseaux, ils ont plutôt les 2, 3, 4. Mais il y a des Certains, théories ils en ont évolutives, je que crois que ça deux s'appelle le fusionnés. frameshift. Les théories évolutives, bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Ah oui, les plumes, j'avais oublié ça. Donc les vélociraptors et autres théropodes n'avaient pas de plumes sur les avant-bras. Je vais essayer de l'expliquer avant que tu sautes sur la caméra. Les dinosaures à plumes, soit n'ont pas de plumes, fibres de collagène dégradées dans la peau. Les mêmes motifs sont observés chez des ptérosaures, ichthyosaures, requins, dauphins. Soit ce sont des oiseaux, parfois non volants, parfois volants. Est-ce que j'ai une étude quelque part là? Alors oui, du coup j'aurais dû mettre les études de Feduccia et du professeur Soliart et Agarten qui a fait toute sa carrière sur les plumes, les fossiles mous. Il a écrit des livres entiers là-dessus. C'est lui qui dit en fait que ce qu'on interprète comme des plumes, ce sont des fibres de collagène dégradées dans la peau. Alors, on va partir plus bas pour voir si j'ai mis quelque chose. Alors là, j'avais un autre paléontologue d'arène nage qui disait, pour les styles Vélociraptor avec les... Parce que tu sais, on leur met des plumes sur les bras maintenant. Mhm. Donc il dit, les animaux présentent parfois des tubercules étranges. C'est sur la base de ces tubercules qu'on a dit qu'il y avait des plumes probablement qui venaient par-dessus. Et Ils ont donc lui, des il dit, insertions. c'est ça. Donc lui, il dit, les animaux présentent parfois des tubercules étranges, irrégulièrement espacés, disposés en ligne sur différents os, généralement situés le long des lignes intermusculaires. Ils représentent probablement des sites d'attache partiellement ossifiés pour des feuillets tendineux ou des structures similaires. J'en ai observé sur des os de mammifères et sur un tibia de théropode. En gros, ça peut être autre chose que des plumes. Pourquoi pas? Ça, pareil, Surtout ça qu'il me y a pose une pas de position soucis. irrégulière, alors qu'en général, les plumes, c'est régulier. Alors ici, également intéressant avec ce basilic vert. Donc on a le fameux Lingam Soliar, là, qui est un personnage très important dans ces sujets-là. Sur tout ce qui est tissu mou et compagnie, c'est vraiment un expert. Et donc, il dit, la description présentée ici montre que les structures filamenteuses, cette fois-ci sur le dos, Mhm. euh, étaient des fibres de soutien interne qui, avec le tissu dermique sous-jacent, constituaient une structure composite, c'est-à-dire une collerette ou une crête externe comparable à celle du basilic vert, Basiliscus plumifron et du lézard à collerette, réfutant ainsi de manière complète l'idée de filament fibre, c'est-à-dire par exemple de protoplumes chez Sinosauropteryx. Donc là, l'idée, c'est que ça peut être soit ce qui était dit à l'avant, là, donc des lignes intermusculaires, des sites Après, d'attache pour des tissus t'as, conjonctifs. t'as vu, tu sais de quoi il parle quand il parle de Sinosauropteryx ou pas? Parce que, est-ce que tu as vu le Euh, fossile de Sinosauropteryx? Parce que pour le coup, c'est peut-être un des plus beaux fossiles de tous les temps. Et Sinosauropteryx,
il n'y a pas trop de doute sur ce qu'il a. En gros, Sinosauropteryx, c'est un des dinosaures qui est tellement bien conservé qu'on a des tissus mous, les organes, les plumes et la couleur. Et on a et tout parfaitement bien conservé. Ok, ok. Ce sera quelque chose qu'il faudra que je Enfin, creuse. disons que je sais pas ce qu'il veut réfuter, mais tu vois, genre, Il si veut tu regardes une réfuter photo, tu vas l'histoire voir des tout de suite protoplumes. que, bah, si tu veux, je mettrai une photo de Sinosauropteryx et c'est genre, Alors, c'est c'est une difficilement, reconstruction artistique ou c'est vraiment très fiable? non, le fossile. En gros, le fossile, c'est un Lagerstätten, donc c'est vraiment, Ah c'est oui. un fossile qui est trop Ok, beau, quoi. un peu comme les trucs d'Archéoptérix. Ah, ok. Bon, bah écoute, Même plus beau qu'Archéopteryx, c'est juste qu'il est plus petit, mais par contre, oui, il est beau. alors je souhaitais également faire une petite critique de la théorie arboréale de nos amis Feduccia et Gam Soliar qui disent que les oiseaux descendent plutôt des archosaures plutôt que des maniraptoriens. Parce que je voudrais pas te donner l'impression que je suis d'accord avec eux. Donc on a En ici, fait, dans les deux cas, les Maniraptoriens descendent des archosaures, donc bon, en fait, ils sautent juste une étape, hein, mais bon. eux, tu vois, ils voient des créatures comme ça, par exemple. Ah ouais. Parce que ça, c'est tout petit, hein. Je te sens convaincu là. Pourquoi... Allez, je vais pas être tout le temps rabat-joie, pourquoi pas, admettons. Mais Donc, disons que le mec, il fait chier pour la position de la patte et tout. Par contre, là, on a des structures de l'impossible. Je me demande comment il et justifie. donc En fait, je les comprends qu'il justifie les évolutionnistes. trucs qui marchent, mais Donc, pour être équilibré, j'ai récupéré des citations également d'évolutionnistes qui défendent l'évolution à partir des théropodes maniraptoriens comme toi, bon, pour leur après, moi, donner un je petit peu la défends. parole aussi. Je J'ai leur fais compris que tu confiance, on est pourrais bien changer d'accord, d'avis hein. si nécessaire. Mais N'étant moi-même pas un chercheur dans ce domaine-là, je fais confiance au consensus, mais je ne sais pas. donc, on a ici quelqu'un qui dit ni leur ancêtre hypothétique, ni les formes transitionnelles le reliant aux oiseaux fossiles connus n'ont été trouvés. Et bien que ces messieurs-là, archosauriens, soutiennent à juste titre que les analyses cladistiques ne valent que par la qualité des données sur lesquelles elles reposent, aucune étude cladistique n'a encore suggéré un ancêtre non théropode. Donc ça, la réponse du berger à la bergère, ils leur disent, vous me dites que j'ai pas un bon dossier, le vôtre, c'est pas terrible non plus. Bah, moi, je serais un petit peu de leur... Là, pour le coup, je serais de leur avis. Je serais en mode, bah, ils amènent quand même quelque chose de très fort. Leurs arguments, c'est de dire, il y a plein de choses qui sont pas possibles, d'accord, mais du coup, on devrait trouver autre chose. C'est quoi cette autre chose? Voilà, sans prendre de camp, je serais plutôt d'accord avec ça. Donc là, tu vois, quand Ruben, avec le scénario archosaurien, il dit que, en gros, la transition à partir des dinosaures théropodes, c'est pas possible. On a un autre évolutionniste qui lui répond, les partisans de cet argument, donc celui-là, ne proposent aucun animal dont les poumons auraient pu donner naissance à ceux des oiseaux, qui sont extrêmement complexes et ne ressemblent aux poumons d'aucun animal vivant. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'était pour faire un traitement, un traitement équilibré, de Non, dire mais que les deux. c'est juste, hein. Mhm. Bah, je trouve que c'est plus logique de dire je sais pas. Voilà. Je pense que c'est la meilleure position et d'affirmer quelque chose avec des preuves minces ou des arguments d'incrédulité. Ouais, je sais pas. Ça me convainc pas des masses, mais je dis ouais, pourquoi pas. Ok, bon, ça, je vais passer dessus. Donc, Mhm. voilà une conclusion d'un créationniste qui dit Archéoptérix n'est ni un fossile de transition, ni un dinosaure à plumes. Il volait et marchait comme un oiseau sur la base de tout ce que j'ai dit là. Les traits semblables s'expliquent par un concepteur en commun réutilisant plusieurs fois les mêmes modules dans des groupes non apparentés. La biodiversité s'érode à mesure que l'histoire avance, et nous sommes dans l'attente de la restauration finale lors de l'intervention de Jésus-Christ. Excuse-moi ce commentaire. Il Voilà, n'est pas là, il très n'y a pas de scientifique. Dieu, là. Donc voilà pour ce dossier-là. Bon, après, j'avais d'autres, ça je pense qu'il n'y a pas besoin de faire, c'est d'autres citations d'évolutionnistes qui disent que, bon, par exemple, sur les discontinuités, les transitions majeures dans l'évolution biologique montrent le même schéma d'émergence soudaine de formes diverses à un nouveau niveau de complexité. Les relations entre les grands groupes au sein d'une nouvelle classe émergente d'entités biologiques sont difficiles à décrypter et ne semblent pas correspondre au schéma de l'arbre qui, suivant la proposition initiale de Darwin, reste la description dominante de l'évolution biologique. Les cas Bah, en je suis assez question d'accord avec cette incluent phrase, hein. Les cas en question incluent l'origine des molécules complexes d'ARN et des repliements de protéines, les grands groupes de virus, les archées, les bactéries,
et les lignées principales au sein de chacun de ces domaines prokaryotes, les supergroupes eucaryotes et les embranchements animaux. Dans chacun de ces points charnières de l'histoire de la vie, les types principaux semblent apparaître rapidement et entièrement équipés des caractéristiques distinctives du nouveau niveau d'organisation biologique correspondant. Donc pour nous, on explique ça d'une avec des groupes créés séparément, c'est pour ça qu'on ne trouve pas les ancêtres évolutionnaires, et de l'autre la géologie diluvienne qui dit que les organismes sont enterrés séquentiellement en fonction de l'endroit où ils se trouvaient, de la Terre vers les mers. Donc celui qui a dit ça là, c'est Eugene Koonin, assez connu. Donc le fameux Mayer aussi, donc voilà, qui dit par exemple, on s'attendrait à ce que les fossiles documentent un changement graduel et continu allant des formes ancestrales vers leurs descendants, mais ce n'est pas ce que trouve le paléontologue. Au contraire, il ou elle observe des lacunes dans presque toutes les lignées évolutives. De nouveaux types apparaissent souvent de manière assez soudaine et leurs ancêtres immédiats sont absents dans les couches géologiques antérieures. Le registre fossile est constitué de discontinuités semblant documenter des sauts, saltations d'un type d'organisme à un autre. Donc là, c'est l'idée qu'on a une Après, évolution très rapide qui n'a pas été enregistrée. t'as vu quand même les mots utilisés, parce que pour moi, les mots utilisés là ont de l'importance, parce que c'est leur ancêtre immédiat. On observe des lacunes, ça veut dire, c'est pas des erreurs, hein, c'est genre, il manque des choses et on n'a pas les ancêtres immédiats. C'est pas juste les ancêtres, hein. Et du coup, moi, je me demande pourquoi rajouter le mot immédiat là. Alors, il dit que le registre fossile est constitué de discontinuités. Ça, en fait, pour nous, l'évolutionniste et les Continuité, ça veut pas dire créationnistes, qu'il n'y a pas. Si je fais des pointillés, c'est discontinu. Mais du coup, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une ligne j'ai quand montré même. tout à l'heure le schéma du dinosaure là en Ouais, bleu. j'ai vu, Donc, mais je trouve ça étonnant parce que s'il n'y a pas d'ancêtres, on dirait juste qu'il n'y a pas d'ancêtres. On dirait pas leurs ancêtres immédiats. Parce que dans la version créationniste, il n'y a pas d'ancêtres. Tout a toujours été comme ça. alors, on a un ancêtre au niveau famille qui va dériver après. Il y a un ancêtre, il y a par exemple Adam est l'ancêtre de nous, mais techniquement, c'est un homme. Et Ah, non, il mais a pas, Adam, c'est spécial. Par exemple, il y a un genre félin créé à l'origine, peut-être, quoi. Peut-être un ou deux voilà, c'est exemples. ça. C'est ça. Et du coup, c'est Les là félins où ont je me varié. pose la question. Moi, je trouve que Euh, la phrase est étonnamment dite. Ça marche. Donc ici, on a Stanley qui disait les archives fossiles connues ne documentent aucun exemple d'évolution phylétique, c'est-à-dire impliquant un changement fondamental de plan corporel, accomplissant une transition morphologique majeure, et ne fournissent donc aucune preuve que le modèle gradualiste puisse être valide. Lui, il appartient au groupe de l'évolution explosive, c'est-à-dire que ça n'a pas été enregistré, en gros, dans le passé. Donc, encore une fois, je ne fais pas d'eux des créationnistes, encore moins Terre jeune. Donc, ouais, il y avait une fois un évolutionniste qui avait dit ça quand j'avais trouvé cette citation-là, c'était assez incroyable ce qu'il disait. Il disait donc, Mark Ridley, aucun véritable évolutionniste, qu'il soit gradualiste ou partisan des équilibres ponctués, donc il y a les deux groupes d'évolutionnistes, évolution lente ou évolution rapide, n'utilise les archives fossiles comme preuve en faveur de la théorie de l'évolution plutôt que de la création spéciale. Il dit ça, et pour lui, en fait, il n'y a pas besoin d'aller en paléontologie. Pour lui, il dit que c'est dans l'évolution observée des espèces, dans la biogéographie et dans la structure hiérarchique de la Ah, moi, taxonomie. j'étais d'accord, mais j'aurais pas dit ça, moi. Parce que moi, je suis d'accord qu'on n'a pas besoin de la paléontologie pour démontrer l'évolution. Et moi, j'irais dans la génétique, hein, directement. La génétique, pour moi, c'est la preuve C'est la un plus peu ce qu'il disait directe. aussi par la suite. Ouais, ça, parce que pour le coup, l'observation zoologique, bon, ouais, je pense que. Ouais, non, la génétique, c'est ce qu'il y a de plus sûr et certain. En fait, c'est ce qu'il y a de plus précis, en fait. C'est pour ça que quand on fait justement des enquêtes de meurtre, etc., on peut savoir si la victime c'était le cousin d'un tel ou d'un tel. Enfin, on peut retrouver des détails sur la famille justement parce que génétiquement c'est très précis. Ouais, oui. Ok. Si l'échantillon est bon, évidemment. Ok. Donc bon, ici, encore une citation dans le même style. Voilà, il dit carrément que comme Archéoptérix, ça ne rentre pas en compte dans les transitions évolutives entre les plans morphologiques de base. Enfin bref. Donc lui, en fait, il critiquait un peu les évolutionnistes occidentaux et leur position gradualiste. Bref, je pense que Hmm. j'en ai dit assez, on a compris le propos. Non, l'origine des mammifères, on va perdre du Ah, temps. Dimétrodon! Estéminosaucus, donc non, on va dire que là, ça va me prendre trop de temps. Parce qu'en fait, c'est le même problème avec les mammifères, hein. La Mais je transition te entre dis, les pélicosaures et les thérapsides n'a pas été documentée, par exemple.
Ça peut faire l'objet d'une autre discussion. Oui, on en parlera plus tard sur les. De toute façon, l'idée est à peu près la Tiktaalik. même. Et t'as pas Alors, tous les. ça, c'est la T'as reconstruction. pas, Alors oui, attention, les premières t'as pas reconstructions le, étaient gra- très frauduleuses, hein. Donc les gens mais sont restés sur t'as cette pas approche. le graphisme avec toutes les. Justement, parce que Tiltalik, c'est célèbre justement parce que c'était le fossile qu'on a demandé aux Alors, évolutionnistes de trouver. je Bah, développe c'était celui l'argument. qu'on. Je développe Vas-y, vas-y. l'argument pour que tu comprennes. Vas-y, Les vas-y, vas-y. proportions, les proportions de Tiktaalik, donc ces petites nageoires versus son énorme corps, sa ceinture non ancrée à la colonne, sa ceinture pelvienne, et la comparaison avec des poissons modernes montre qu'il était juste un poisson benthique spécialisé. Les manuels et musées exagèrent son rôle de transition, exactement comme il avait fait avec le solacanthe, qui était censé être la transition de l'animal, enfin du poisson allant sur la Terre. La ceinture pelvienne de Tiktaalik n'est ni attachée à la colonne vertébrale, ni connectée à de véritables jambes. Tiktaalik a des nageoires et pas des pieds. De plus, il est trouvé après les premières traces de tétrapodes, des traces de tétrapodes bien avant lui. Il ne peut donc pas être une transition vers un état qui existait avant lui, et il n'avait pas la capacité d'aller sur la Terre. Et là, Selon je suis en qui? train de stresser parce que j'ai pas mis d'études en dessous. Alors Ah, là, peut-être, alors qu'est-ce qu'elle dit? Jennifer Clack, elle est très connue dans ce domaine-là. Il reste un grand fossé morphologique entre ces odistos, les odistos de Tiktaalik, et de vrais doigts comme on les voit chez Acanthostega, et un amphibien par la suite. Si les doigts de mais Tiktaalik ont évolué de ces os, justement, le processus a dû Acantostega, impliquer une reprogression développementale considérable. Acantostega, c'est justement, alors je sais plus si c'est la suite ou avant, mais en tout cas, c'est dans la lignée de ce que Mais là, ce qu'elle dit, Tiktaalik c'est qu'il y a devient, une en fait. grande discontinuité entre Tiktaalik et Mais ce là, monsieur. on revient à ce que je disais. Il y a toujours, en fait, il y aura toujours une discontinuité parce que si je trouve un truc Oui, mais si la entre discontinuité est Acantostega et extrêmement forte, Tiktaalik, c'est difficile de faire un lien, quoi. On n'est pas obligé de faire le lien. mais est-ce que Ça se ressemble pas. elle a fait une étude ou elle l'a juste dit? Ah non, c'est une étude. C'est une étude là. Ah Et ah. après, il y a Ekman et Donc Hall qui ça, on disent en peut aller vérifier. 2024, les relations évolutives des premiers groupes de tétrapodes restent controversées. Parce C'est que, par rapport à cette histoire de, notamment de traces de tétrapodes qui sont trouvées avant Tiktaalik. Donc parce il arrive que un peu tard. Et il ne pouvait pas aller le sur la fait qu'il Terre y en ait plus. un, mais moi je dis pas forcément que Tiktaalik était sur la Terre. Je dis juste que Tiktaalik, en fait, on a tout un tas de fossiles qui ont basiquement la même morphologie et qui font exactement ce que tu demandes, c'est-à-dire cette ligne évolutive où tu vois bah, clairement les doigts grandir, etc. Et du coup, en fait, bah, c'est là où on se demande, mais à quel point il faut que ce soit proche pour valider que c'est bien ça. Parce que là, bah, Il faudrait au moins que ce soit ouais, proche. Parce que là, c'est pas proche, justement. oui, mais en même temps, Acrantostega et C'est un Tiktaalik, animal qui c'est est pas les purement cousins. aquatique. C'est un animal qui est purement aquatique. On a trouvé Oui, ses Tiktaalik, oui. branchies. Il ressemble un petit peu, tu sais, il y a des poissons aujourd'hui qui ont les yeux sur la tête. On appelle ça les poissons benthiques. Poisson-chat, poisson-grenouille, je sais plus. Et donc, ils vivent au fond des océans et ils ont les yeux par-dessus. Donc, il ressemble un peu à ça, en fait, Tiktaalik. Il n'est pas du tout. Il n'y a Oui, pas mais de. si tu prends Panderictis, il a pratiquement le même squelette. Pourtant, c'était avant. Pandérictis avant Tiktaalik? Mhm. Bon, il faudra que je re-regarde, mais en tout cas, les premières tases de tétrapodes sont longtemps avant Tiktaalik. Donc, lui-même, il ne peut pas être une transition, puisque, visiblement, les organismes Bah, terrestres existaient déjà avant entre lui. Acantostega et Tiktaalik, il y a encore des fossiles de Je transition pense qu'il entre les apparaît deux. après à Cotorstega. Après Tiktaalik, oui. Oui, tout à fait, oui. Et Panderichthys, faudrait que je revoie, je me rappelle plus de lui. Il y a tellement de noms que là, j'ai plus le fossile en Ah tête. oui, mais en plus, moi, tu sais, je suis expert en dinosaures, hein. Moi, ça, c'est pas Là, mon j'ai truc. Mais plus du tout en disons que tête. Tiktaalik, c'est un petit Je vais peu me noter le quand même. truc. Bah, Euh, c'est surtout la question de, pour moi, ça n'a pas de sens de demander ça parce que j'estime qu'on a déjà des fossiles de transition. Et en fait, il y a un moment où c'est tellement proche que du coup, ça en dirait juste la même chose. Donc, en fait, en fait, je me dis, cet argument n'est pas suffisant. Alors que, bah, pour moi, tout ce qui est autour de Lucas et tout ce qui est autour du lien d'apparentement génétique, ça, pour moi, c'est le truc le plus solide. Parce que ça, si c'est faux, ça bouleverse tout, hein. Alors que les fossiles, bon, parce que ça se trouve, on peut ne jamais trouver tous les fossiles intermédiaires. Et encore, on alors, a de la chance que les os se fossilisent déjà.
Alors, on devait dire un petit mot sur la génétique, parce que du coup, on n'a pas les fossiles de transition, mais l'argument qui demeure, c'est la génétique. Euh, on s'est rendu compte en fait qu'il y a ce qu'on appelle des gènes orphelins, orphan genes. Donc en anglais, c'est un jeu de mots ORF, Open Reading Frame. Et donc, ces gènes orphelins sont des gènes qui sont taxonomiquement restreints au genre ou à l'espèce. Quand c'est à l'espèce, c'est souvent lié à des conditions environnementales qui les déclenchent. Et donc, en fait, les scientifiques se sont rendus compte, les généticiens se sont rendus compte on ne peut pas faire une histoire des gènes. Pareil, de la même manière qu'on n'a pas une histoire évolutionnaire avec des fossiles de transition, on n'a pas une histoire évolutionnaire des gènes. Donc là, par exemple, on a Eugene Et Conning qui dit, un évolutionniste, à mesure que la base de données des génomes s'agrandit, il devient clair que le remplacement de gènes par des gènes non orthologues, donc des gènes orphelins, s'étend à la plupart des systèmes fonctionnels et des voies biologiques, de sorte qu'il existe très peu de fonctions qui soient véritablement monomorphes, c'est-à-dire représentées par des gènes issus de la même lignée orthologue dans tous les organismes possédant ces fonctions. Par conséquent, comme lui, il essaye de raisonner quand même dans l'évolution, il dit le noyau universel de la vie s'est réduit presque jusqu'à disparaître, dans le sens où on n'a pas d'histoire évolutionnaire des gènes. Ils ont l'air indépendants les uns des autres. Ainsi, à l'exception notable d'un minuscule noyau de gènes impliqués dans les étapes clés de la transmission de l'information dont je te parlais tout à l'heure, les gènes homéotiques, fameux modules communs, il n'existe pas de noyau génétique universel de la vie, en raison de la quasi-ubiquité ou de la quasi-omniprésence du remplacement de gènes par des gènes non orthologues. Donc lui parle du remplacement de gènes, mais pour moi, il n'y a pas eu de remplacement de gènes, c'est juste que les créatures sont créées séparément, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de lien entre elles. Donc au fur et à mesure que je vais passer, tu vas mieux comprendre. On a ici trois chercheurs, Andrew Watson du Newcastle University, Eric Battès du CNRS de Paris et Philippe Lopez de la Sorbonne qui disent de manière frappante, une proportion étonnamment grande de familles de gènes n'est tout simplement pas partagée entre la plupart des lignées cellulaires. La prévalence de familles de gènes non partagées est encore plus marquée à celle des échelles évolutives plus larges, c'est-à-dire pour des lignées comme les grands groupes microbiens. Comment et pourquoi la vie réinvente-t-elle massivement des gènes? Pour comprendre pleinement l'histoire des lignées, il devient encore plus prioritaire d'expliquer l'origine de gènes qui n'ont pas d'homologue en dehors d'une lignée donnée. Cette absence apparente d'homologue encourage le développement de modèles d'origine des gènes plus complexes que la simple divergence à partir d'un unique dernier ancêtre commun. Donc on a le docteur Doolittle qui qualifie Lucas, l'organisme hypothétique à la racine de l'arbre de la vie, d'entité profondément problématique. Il affirme qu'il pourrait ne jamais avoir existé, c'est un évolutionniste qui parle, hein, une Mhm. cellule ancestrale unique dont le génome aurait connu un ancêtre direct, que ce soit le dernier ancêtre commun ou ses prédécesseurs directs, de tous les gènes présents aujourd'hui dans les génomes. Dans un article majeur publié l'année suivante, Doolittle s'est montré encore plus explicite. L'insistance sur le verbe was, qui va être avoir en français, apparaît dans le texte original. Darwin avait sans doute tort. Pour la majeure partie de la vie de son histoire, la descendance avec modification n'est pas le simple processus de ramification qu'il imaginait. Ici, on a Craig Venter, qui est un biologiste et généticien très influent, très connu dans le domaine de la génomique, peut-être même que tu le connais, parce que c'est l'un des principaux acteurs du séquençage du génome humain dans les années 90 et 2000 et qui est encore actif aujourd'hui. C'est le Genome Project. Donc il dit, il a exprimé des doutes concernant la descendance universelle commune, évolutionniste qui parle, hein. Nous ne sommes qu'à la pointe de l'iceberg de ce que représente la divergence sur cette planète. Une question est la suivante. Peut-on extrapoler à partir de ces données pour décrire l'ancêtre commun le plus récent? Je ne suis pas forcément convaincu qu'il existe un ancêtre unique. Cela me paraît contre-intuitif. Je pense que nous pourrions avoir des milliers d'ancêtres communs récents et ils ne sont pas nécessairement si communs. Donc, ce que je voulais rajouter aussi par-dessus sur l'histoire des gènes qui se ressemblent, par exemple, euh, aujourd'hui, on se rend compte que la vision de deux génomes qui se ressemblent, par exemple humain, chimpanzé ou autre, c'est une vision archaïque de la génétique. Parce que il y a une analogie qui tourne en génétique sur ce sujet-là, qui est l'analogie du piano. C'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes gènes, par exemple entre chimpanzé et humain, et Homo sapiens, on peut avoir les mêmes gènes.
Mais ces gènes-là, en fait, sont exprimés différemment et utilisés différemment. D'où l'analogie du piano, qui vient pas de moi, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un même piano qui a été créé, ou un piano similaire à 85%, parce que c'est pas 98% entre humains et chimpanzés, mais je ne vais pas digresser là-dessus. Et à partir de ce même piano, tu peux faire une infinité de mélodies. Tout dépend de la façon, dans la séquence dont tu joues ta mélodie, dans la façon dont les gènes s'expriment, avec l'épigénétique et compagnie. Et donc aujourd'hui, la génétique, ce n'est plus quelque chose qui va nous dire une parenté commune, à part entre humains, etc., pour trouver un criminel, oui. Parce qu'on peut avoir des organismes qui se ressemblent anatomiquement, mais qui ne se ressemblent pas génétiquement, et inversement se ressembler génétiquement, mais ne pas se ressembler anatomiquement. Donc l'argument de la génétique n'est plus un argument, à mon sens, hein, c'est mon argument à moi, c'est un argument qui, à mon avis, n'est pas fiable. Et comme le dit Craig Venter, avec ces gènes orphelins, ces gènes taxonomiquement restreints, dont on ne peut pas retracer d'histoire évolutive de la même manière qu'on ne peut pas retracer l'ancêtre des ornithischiens, l'ancêtre des saurischiens ou l'ancêtre des archosaures, etc. On ne peut pas retracer ça. C'est-à-dire qu'on a les espèces et les genres, mais on n'a pas les supposés ancêtres généraux ou les ancêtres évolutionnaires. De la même manière, on ne peut pas le faire avec les gènes. Les gènes sont indépendants. Et là, c'est là pour moi, c'est intéressant parce que c'est un évolutionniste qui parle. Et lui-même, il raisonne en milliers d'ancêtres communs récents, d'ailleurs qu'il estime n'étant pas si communs. Alors, il va peut-être les mettre dans les millions d'années. Attention, je ne dis pas qu'il. Encore une fois, c'est pas 10 000 ans, c'est pas 5 300 ans. Ça, c'est moi qui me fais ma sauce avec. Enfin, ou les créationnistes, pas tout seul. Donc, je ne mets pas Craig Venter dont Craig Venter rejette le créationnisme. Mais ce qu'il dit, moi, quand je vois ça, je me dis, si je reviens à mes arguments d'origine, avec la création des genres originels, la création des kinds, comme tu l'as dit, c'est jackpot, ce que dit Craig Venter ici. Donc si je fais ma conclusion, il me reste 3 slides, et je te laisserai faire ta conclusion critique. Euh, Juste par rapport à ce qu'il dit là, le dernier que tu m'as montré, c'est une étude ou c'est juste son avis? Alors c'est la suite Ça, de là. beaucoup d'études. Après, tu as ce lien-là pour aller Mais du visiter. coup, il a fait des études sur le sujet? Ah oui, bah ça, toute sa vie, c'est ça, lui. Oui, mais Plus celle-là aussi, il n'y en a pas qu'une, hein. du coup, Black la Beetle, conclusion de l'étude, si ça, je c'est sa cherche la conclusion. conclusion de l'étude, ce sera que on ne trouve, par exemple, si je te dis la conclusion de son étude, c'est que par exemple, on ne doit pas trouver de lien de parenté entre, par exemple, le chimpanzé et l'humain, par exemple. Ah Il n'y a non, pas. enfin, comme je te dis, là, tu me fais, je vais pas lui faire dire ça. Je ne sais Oui, pas mais c'est ce que exactement. Lui, il parle de milliers, c'est ça la conclusion, du coup. lui, il parle de milliers d'ancêtres communs récents. Qui sont ces milliers d'ancêtres communs récents? Je ne sais pas. Oui, mais attends, parce que du coup, peu importe, on est d'accord que selon toi maintenant, c'est le lien de parenté entre les chimpanzés ou même n'importe quel animal et l'homme ne peut pas exister. Alors, humains et chimpanzés ne sont pas classés dans le même groupe parce que, bon, déjà, il y a des discontinuités majeures anatomiquement, morphologiquement, comportementales et même au niveau du continuum d'hybridation. On peut faire hybrider Mais du coup, les chats et les tigres ensemble via mais des organismes intermédiaires. ce Tu ne peux pas lien le de faire entre humains et parenté ne peut chimpanzés. pas. Si En tu fait, veux, pour. c'est juste. Non, mais je fais des questions fermées pour être sûr. C'est genre, est-ce que ce lien de parenté, on ne peut pas le trouver ou est-ce qu'on pourrait éventuellement le trouver? C'est oui ou non. C'est peut-être que si tu me dis Bah, non, je pense qu'aujourd'hui, on en arrive à la position de dire non. Je ok. pense que les évolutionnistes, ils ont tout donné. Ils ont donné le paquet. Je pense que ça n'a pas été trouvé. Mais non, c'est mon avis personnel. Les évolutionnistes vont dire que j'ai tort, hein. Les évolutionnistes dans les. J'ai regardé un peu avant notre vidéo tes fans dans les commentaires. Ils vont me tailler un costard, je sais. Mais Mais moi, je les défonce. Si jamais il y en a un qui t'emmerde, tu me le dis. Je le banne. non, ce que je veux dire, c'est Soyez que gentil. aujourd'hui, je voulais vraiment insister sur le fait que ce sont mes interprétations. J'engage même pas tous les créationnistes en fait avec moi. Je pense Voilà. sincèrement, je pense sincèrement que ma commu va être très sympa parce que tu as été très sympa tout le long. Donc je ne pense pas que les gens vont être méchants avec toi et j'inviterai les gens à ne pas l'être parce que là pour le coup, si vous l'êtes, il n'y a aucune raison. Voilà. Ce sera pareil de mon Vous êtes côté, venu même d'être. si en principe il n'y a pas de problème. Euh, Donc ma conclusion, d'ailleurs,
c'est une conclusion que j'avais faite, mais aujourd'hui, comme j'ai retouché plein de choses, il y a pas mal de choses que j'ai parlé aujourd'hui qui sont pas là-dedans. Mais bref, c'est pas grave. Donc pour moi, on a des preuves de jeunesse, des récits de dragons. J'ai compris ta position, des récits de déluges mondiaux, du carbone 14, des tissus mous, la fossilisation qui doit être expresse à mon sens, des preuves d'ensevelissement, des formations extrêmes, des supervolcans, des mélanges terrestres marins, des sols continentaux jusqu'à 80% formés en conditions marines, des preuves de transgression marine sur tous les continents, des pots rapides dans des courants hydrodynamiques, pas d'érosion de bioturbation entre les couches pour dire que ces couches géologiques, il y a eu du temps dans ces couches géologiques, non, parce qu'il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de bioturbation. Une disparition mondiale, simultanée aquatique, parfait pour expliquer la fossilisation et la préservation de qualité, la pause opistotonie qui nous renvoie à la mort marine, discontinuité majeure entre les grands groupes taxonomiques, reptiles, mammifères, oiseaux. J'ai pas de raison, en fonction des données existantes, de croire qu'il y a eu des ancêtres communs, des évolutionnaires et compagnie. Euh, Au niveau famille ou genre, et voilà, sur le dernier point, c'était des preuves de création séparée. On a des discontinuités morphologiques et génétiques gène orphelin. J'ai pas de raison de me dire que Tiktaalik s'est transformé en Tega. Pardon pour la prononciation, c'est la fin de la vidéo. On doit être à 4 ou 5 heures de vidéo. C'est Et pareil, là, je... donc là, on est un petit peu rincé. Donc juste avant que je donne la Pas de parole, souci. deux slides qui est toute rapide. Vas-y, vas-y. Michael Faraday disait: pourquoi les hommes s'égareraient-ils alors qu'ils ont ce livre béni pour les guider, la Bible? Il y avait quelqu'un qui disait: l'Angleterre a fait Shakespeare, mais la Bible a fait l'Angleterre, et moi j'aimerais dire que la Bible a fait la France. Je pense que notre pays doit beaucoup au christianisme. Il y a des, comment dire, des dérives de l'Église catholique dans l'histoire. Je dirais même qu'il y a eu des dérives aussi d'églises protestantes dans d'autres pays. Aujourd'hui, il y a des sectes chrétiennes aussi qui donnent une très mauvaise image du christianisme. Moi, j'appelle les gens à se fier au Christ pour se faire un avis sur le christianisme et jamais sur les chrétiens ou sur telle ou telle église, telle ou telle église. Il y a des églises aujourd'hui qui sont assez sectaires, qui peuvent être dangereuses, qui ont des positions compliquées. Donc, voilà, moi je dis aux gens, basez-vous sur le Christ. Moi, la première chose qui m'a convaincu dans ma conversion, c'est le Christ, qui est pour moi merveilleux. Voilà. Bref, bon, là, c'est très personnel, il n'y a pas très scientifique ce que j'ai dit. Et donc, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Donc voilà. Pour moi, Jésus-Christ, c'est le Seigneur des Seigneurs, créateur de l'univers, le rédempteur de l'humanité et mon roi. Voilà ma conclusion. Est-ce que tu veux faire une conclusion en repartant, Applaudissements. en repartant sur la Euh, conclusion là ou en un commentaire général, comme tu veux? Je te laisse, on va euh, dire, le je, soin je- ouais, de je peux te faire un clôturer. commentaire rapide, général de tout ça. Parce que je dirais qu'en fait, tu n'as pas forcément dit des choses fausses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à debunk en soi. Je dirais juste que, de manière générale, de ce que j'ai compris de notre échange et tout ça, c'est que toutes les conclusions que tu fais sont, de mon point de vue, arbitraires. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le côté, bah oui, oui, tu vas aller plutôt dans la direction du déluge, peu importe ce que dit l'étude, peu importe les conclusions de l'étude. Et en fait, moi, j'ai tendance à me méfier de ça, de dire, bah, si je vous sens que la conclusion bah, on fait dire aux études ce qu'elles disent pas, c'est que bah, peut-être que l'étude en elle-même, les faits n'étaient pas suffisamment solides. Et moi, je dirais la grande différence entre un croyant et moi, alors je dis pas les évolutionnistes, mais je dis moi personnellement, c'est que moi, j'ai pas de savant. C'est-à-dire que moi, j'ai pas quelqu'un qui, qui est une figure d'autorité pour moi. C'est-à-dire que basiquement, Darwin, les scientifiques, j'en ai rien à faire. Einstein, j'en ai rien à faire. Et toutes les figures d'autorité scientifique, je m'en fous, vraiment. Et du coup, ça fait que quand un scientifique dit quelque chose, quand c'est son avis, bah, ça pourrait être Joe Clodo du coin, je le prends comme un avis, voilà. Et du coup, moi, ce que je veux, et ça on l'a dit au tout début, c'est les chiffres, les faits et surtout
les conclusions d'études, les méta-analyses et les études complémentaires. Et donc, bah, par exemple, quand je vois quelqu'un qui va parler des théropodes et qui va dire, ah, je suis pas sûr que les théropodes, ça marche comme ça. Moi, n'étant pas expert, je dis pourquoi pas, je m'en fiche, mais je me dis pas que son avis a de l'importance. Et du coup, bah, ça, c'est peut-être un truc où je te dis ça parce que je trouve que tu es plus intelligent que pas mal de créationnistes avec qui j'ai discuté et pas mal de créationnistes que j'ai analysés. Et en fait, il y a énormément de choses que tu as dites que j'ai déjà vues dans d'autres sites créationnistes. Et en fait, je pense que ton analyse si on prend que la Bible, hein, je trouve que ton analyse est presque plus pertinente que leur analyse à eux, en fait. Qui, du coup, c'est souvent des trucs qui sont des dites, de redites, et des études où la personne, bah, par exemple, Mary Tracer, la personne même qui a fait l'étude dit, mais vous avez rien compris. Et du coup, je me dis, je pense qu'il y a moyen de faire concorder la science et les croyances de façon plus optimale. Et bah, du coup, moi, si je devais faire une conclusion à tout ça, je t'invite à éviter du coup les arguments d'autorité, les appels à l'autorité, c'est-à-dire de faire trop de citations d'auteurs, etc., et de rester factuellement sur les faits et surtout ne pas aller plus loin que ce que l'étude dit. Voilà. Oui. Et ça, et mis à part ça, si tu as raison, bah moi encore une fois, ça change pas grand-chose à ma vie. Mais du coup, l'inverse pour moi n'est pas vrai. C'est-à-dire que si moi j'ai raison, s'il y a des carnivores avant l'homme, si l'homme n'a pas été créé, qu'il n'y a pas eu de déluge, moi je pense que pour pas des créationnistes, mais vraiment des croyants, ça devrait poser problème. Et moi, effectivement, c'est pour ça que je ne suis pas croyant. Je pense que ça pose problème. Voilà. Donc, s'il y a un biais, bah, je pense qu'il n'est pas forcément de mon côté. Peut-être je peux avoir des biais, je peux me tromper, évidemment, je suis pas parfait. Mais en tout cas, moi, j'ai pas un besoin vital que ce soit vrai ce que je raconte. Bah écoute, The end. je te remercie infiniment pour ces commentaires, pour ces 6 ou 7 heures à passer d'un coup. Donc Mais c'est c'était vachement bien. félicitations parce que c'est vrai que beaucoup d'évolutionnistes ne veulent pas se prendre la tête à écouter du créationnisme, c'est une souffrance pour eux. Bah, l'inverse est vrai aussi, un créationniste peut avoir du mal à écouter un évolutionnisme. Tu l'as fait, tu es resté bien dans les bottes, bien droit, sans fatiguer, sans rien, sans boire un verre d'eau, sans rien faire, en mode Terminator. Donc J'aurais voilà. bien voulu un verre d'eau. À un moment, j'y ai pensé et je me suis dit, merde, j'avais une gourde et ma Ah gourde est oui. vide. Donc, bon, merci pour tes Mais en même commentaires. temps, c'était très agréable, c'était très chouette et j'ai pas du tout, enfin, j'ai pas non plus vu le temps passer lentement. Je peux trouver ça chiant et sincèrement, même tu m'as donné en fait, tu m'as donné plein de pistes que j'avais pas forcément vues ou en fait, toi, t'as pris deux pistes que je connaissais et tu les as assemblées d'une autre manière et du coup, c'était très intéressant, ouais. Ok, bah écoutez, vous nous direz à l'audience ce que vous avez pensé de cet échange, de ce long échange. Qui a gagné le battle? Ouais, entre Alexis et moi. Donc, bon, j'ai des choses à vérifier, effectivement, parce que je pense qu'il y a des parties où j'ai pas maîtrisé bien l'argument, notamment sur certaines citations de Dragon. Donc ça, il faut que je regarde, il faut que je vérifie qu'est-ce qu'il en est réellement. Et donc, bah, je remercie donc vraiment tous ces bienfaits que m'apporte du coup Alexis en corrigeant, en mettant en doute, en me mettant un petit peu des fois la pression pour aller jusqu'au bout de l'explication ou de la source. Et c'est vrai que la source, j'ai essayé d'en mettre maximum. Par moment, voilà, Tu n'as pas c'est flanché. Tu n'as pas flanché sous la pression, tu n'as pas flanché. voilà. Donc, bah, Non, mais écoutez, on vous dit à très bientôt. c'était, yes. Et si tu veux me réinviter, c'est avec grand plaisir. Ce sera avec plaisir Et ben, ciao, ciao. Abonnez-vous. Et abonnez-vous à sa chaîne. également.